Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vais checker. 1, 2, 1, 2. Bonsoir à tous. Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez eu de l'eau cette nuit? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ben, moi, je l'attends encore. On va en parler un petit peu. Salut. Salut, bonsoir. Alex est dans le chat. Bonsoir Saucisse, salut Dot, salut. Vous êtes tous au rendez-vous. Salut Seb, salut Mathéo, salut Hugo. Ça commence, et oui, oui, ça commence. Ça fait plaisir de vous voir. Salut Jack, salut Sylvain, salut. Bienvenue Pierrot pour ton suivi. Salut Casiache, salut Fonzi, salut Esteban. Salut Nathan, salut Sodium qui était là depuis le début. Salut Lilian. Je vais peut-être en oublier. Salut Nico. Et voilà. Bon. Ça va impeccable, Fonzi? Ça va impeccable. Ça va bien. J'étais de repos ce week-end, donc ça va. En pleine forme. 16 mm One Lap en Suisse. Attends, ça va pas tenir. Attendez, ça va peut-être faire du bruit. Comment on va mettre ça? Peut-être le laisser comme ça, tant pis. Ouais, ça a l'air de passer. Salut Jean-Christophe, salut Thomas, bienvenue. Ah, vous êtes nombreux ce soir. Oui, j'avais mis ça sur Facebook, j'ai mis un message tout à l'heure. 30 mm en Sarthe. Ah, quel bonheur, j'aurais aimé l'avoir. Bon, c'est... Il y a des fois j'en ai plus qu'ailleurs, donc je crois qu'on est servi un petit peu... C'était un petit peu de la chance là, sur cette pluie. 0 pour toi, Jack. Nous, on a semé 27 hectares de maïs que l'on avait à faire. Ok. Quasi H50 dans le sud et de la Vienne. Je crois que Alex, toi, t'en as eu 25 ou 30, je crois, Alex de la Vienne. Tu me le disais tout à l'heure par texto, par WhatsApp. Je sais Gaël Blard, il en a eu 0. En Auvergne, en Limagne, chez Jean-Loup, il en a pas eu 10. Pas très loin d'ici, dans l'Indre, Alexandre, il en a eu 24, je crois. Donc c'est super aléatoire en fait. Il a plu, mais c'est passé vite et c'était vraiment que de l'averse, quoi. Des averses. Jean-Christophe à Alençon, 30 mm. Ah, c'est pas très loin, mais quand on regardait les radars, ouais, c'était super disparate. On n'a vraiment pas été tous servis. C'est critique quand même pour les fourrages, pour les prairies, pour l'herbe. Parce que bah, ça va mal pousser. Hein. Là, bon, en Touraine, ça craint un petit peu. Puis bah, ailleurs aussi. On n'a pas tous été servis. Et on espérait beaucoup, hein, ceux qui se demandent pourquoi on attendait après l'eau. Parce que bon, d'accord, il y a eu le problème du gel. On va en parler un petit peu après avec mon invité, David Fèvre. Vous le connaissez sûrement. Il a une chaîne YouTube. On va en parler tout à l'heure. Et puis bah, maintenant, c'est le temps sec que l'on regarde. Du coup, on attend un peu l'eau. Même on attend un peu tous l'eau. 40 mm en Corrèze, Adrien. Ah ouais, puis j'ai vu qu'il y avait de la neige en Bretagne, que tu dis Sodium. Ouais, j'ai vu ça sur les infos tout à l'heure. 25 mm dans Lyon. Donc ça va de 0 jusqu'à 30. Il y a peut-être eu du 50, 40. 8 mm pour toi, Vincent. Ouais. Pouf. Ouais, on espérait tous avoir un peu d'eau. Hein. On en a eu un peu. À des endroits pas du tout. C'est un peu ennuyeux, mais bon, c'est comme ça. Attends, je vais allumer un petit peu, mettre un peu plus les zik. Hop. Bon, bah, le programme du live, hein, vous avez l'habitude. On va... Oula. Du live, on va reprendre un peu la vidéo de mardi dernier. Rapidement, il y a quelques questions.
Et puis, je voulais vous parler un peu des futurs semis de tournesol, pourquoi je suis en gros stand-by, pourquoi je ne sème pas comme l'année dernière. L'année dernière, jour pour jour, à la même date, j'étais sur le tracteur en train de semer. Et je vais vous expliquer pourquoi je reporte ce chantier à plus tard, au moins d'une semaine, voire plus. Il y a des moyens de... voilà, on sait qu'il fait trop frais pour le tournesol, mais techniquement, on a des outils de calcul pour nous conforter dans notre choix de ne pas semer ou de semer. Et je vais vous expliquer ça assez rapidement. Hein. C'est un calcul avec les températures qui sont annoncées. Nono Farmer en Bretagne, 11,5. Ah ouais, les nuages, ils sont passés super rapidement. Mais je ne comprends pas, j'ai regardé les radars, les nuages, ils déviaient juste avant d'arriver sur la ferme. J'ai pas bien dormi, pour tout vous avouer. Mais bon, il n'y a rien à y faire, que je dorme ou que je dorme pas, le nuage, il ne serait pas passé. Les maïs commencent à être semés dans le marais pas loin. À part chez moi aussi, ils vont... Salut Pascal, ils vont semer là, la semaine prochaine, et puis l'autre, et puis les tournesols, on va attendre un petit peu. Salut Pierrot. Il était temps car les blés, moi, je vais vous faire voir quelques photos. Quoique je ne l'ai pas préparé la photo. J'ai des orges qui sont en train de cramer. Hein. La févrole, elle n'est pas trop avancée. Elle est dans les cailloux aussi. Elle ne pousse pas du tout, elle est bloquée. Salut Isma. Bienvenue, bonsoir. Regarde ce que tu fais. Alors Esteban, oui. Ouais, si tu veux, on peut regarder quelques photos. Il faudrait que tu me les envoies. Mais j'ai un gros programme ce soir dans le live. On a tout le temps qu'il nous faut. Hein. J'ai pas d'heure. Hein. On peut rester 2-3 heures, il n'y a pas de souci. On va regarder tout ça. T'étais sur le tracteur sans cabine. Saucisse du 79. Nous, les épiorges, ont souffert à cause du gel. Alors c'est un peu ce que l'on craint, ouais, c'est que les épis qui sont actuellement dans la gaine des blés et des orges aient gelé à l'intérieur de la gaine. Par chez moi, on était sur du -4, -6, peut-être grand max. On peut avoir été épargné, d'autant plus que les plantes, d'après ce que Arvalis nous dit, Arvalis c'est un institut de recherche hein, de la filière céréales, qui nous dit que ça va que les plantes n'étaient pas trop humides, ça va qu'il y avait un déficit hydrique dans les sols et qu'elles n'étaient pas trop pleines d'eau. Ça aura peut-être limité le gel. Mais ça, les conséquences d'un gel des épis, on le verra plus tard. Je vous ferai voir quelques photos aussi du colza, il a un petit peu souffert aussi. On a perdu quelques fleurs, mais le colza, je m'en inquiète moins, il a le pouvoir de compenser. C'est-à-dire les fleurs qui ne vont pas arriver à terme, qui ne vont pas faire de graines, vont peut-être, la matière, les protéines, toute l'énergie qui n'iront pas dans les graines. Merci Sodium Design pour ton sub, merci beaucoup. Iront dans les fleurs qui seront fécondées et qui arriveront au bout. Il a un fort pouvoir de compensation du début jusqu'à la fin, le colza. C'est un grand bonjour de Normandie qui est le... Ah, c'est toi, Durano, d'accord. Je crois que tu m'avais fait un petit message, c'était le 600e abonné. Alors, oui, bientôt des nouvelles, Hugo, de la benne surtout. Hein, la doc, elle est là, je l'ai toujours à côté de moi, elle est là. C'est une 21 tonnes que j'ai choisie. Je pense que je ferai un live, je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à la remorque, comme je vous disais. Salut David, à Chaumusset dans le sud d'Indre-et-Loire, les colza, févrole et pois ont souffert du -5. Ah, faut pas me dire ça. J'espère que moi, si on a eu du -4, -5, j'espère qu'ils sont pas trop pris, quoi. Et c'est pas comme, on va le voir avec David tout à l'heure, mon invité viticulteur dans la Champagne, c'est pas comme les vignes et les arbres fruitiers. On le voit assez tout de suite sur les arbres et tout ça, que c'est sur les jeunes cultures, c'est pas tellement évident. Les betteraviers, ça a été très évident, les dégâts. C'est-à-dire que leurs betteraves, ils les avaient semées il y a 15 jours et elles étaient tout juste en train de lever. Elles étaient avec 2 petites feuilles, 2 cotylédons.
Et ben, elles ont dégagé, elles ont noirci le lendemain et le surlendemain. Là, c'était clair et net. Le gel avait vraiment porté dommage aux betteraves, aux arbres fruitiers, aux vignobles. En Touraine, ça n'a pas été trop touché, le vignoble. Bon, voilà. C'est comme la pluie, le gel a été très disparate et les impacts du gel ont été très disparates. J'ai la pompe à injection qui a pété. Ah, on va faire de la mécanique dans le chat. Alors, on dirait un gamer. Ah d'accord. Ah bah, j'ai les bons vocabulaires alors. Mais j'arrive pas à traduire, à différencier encore dans mon vocabulaire l'abonnement de la souscription. Je vais peut-être l'appeler comme ça. Souscription, c'est-à-dire le sub, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sodium a souscrit, a donné un sub, a offert un sub. Il s'est abonné, c'est-à-dire qu'il a dépensé de l'argent. Alors je pense que c'est un mois. Tu as dû payer 5-6 euros et j'ai la moitié qui me revient et l'autre moitié, c'est Twitch qui la garde. Voilà pour vous préciser comment marche Twitch, mais bon, nombreux d'entre vous doivent savoir comment ça marche. Et puis l'abonnement, c'est-à-dire là vous êtes 650 à être abonné à la chaîne. Là c'est gratuit, hein, la souscription qui est payante, c'est simplement vous qui souhaitez soutenir financièrement moi, la chaîne. Donc un grand merci à tous souscripteurs et Sodium récemment. Voilà, 10 hectares de betteraves gelées à 90%. C'est ton cas, Vincent? C'est tes betteraves à toi? Alors j'ai vu qu'il y avait une coopérative, je crois, qui financerait la dépense des semences pour le ressemis. C'est un gros soutien. Après, ça n'empêche qu'il y a aussi les frais de ressemis, de repassage. Il ne faut peut-être pas retravailler les sols, mais il faut repasser en tracteur. Ça demande de nouvelles façons culturales. Le ressemis n'est pas gratuit. Ouais, pour les chômeurs, Fondy, je cache toujours le truc. C'est toujours en travail. Donc voilà, tu devrais avoir reçu. Je viens de t'envoyer par mail. Ok. Allez, on va regarder tout de suite. Non, j'ai pas reçu. Il faut que tu envoies à la chaîne agricole. J'ai pas reçu de mail. Je travaille dans une entreprise Sodium. On produit des plants maraîchers en mini-motte, dont les plants de betterave en mini-motte pour éviter les difficultés de semis de betterave à l'occurrence. C'est vrai qu'il y a des betteraves qui se sèment en semant une graine, et puis d'autres, il y a d'autres techniques, sans doute sur d'autres régions de France, je ne connais pas bien les techniques, qui sont plantées. C'est directement le plant qui vient de chez toi du coup. Ah ouais Vincent, c'est un tiers de ta surface qui est gelée. Et tu as ressemé 10 hectares pris en charge par l'assurance. Alors pareil, l'assurance, tant mieux, c'est un super coup de pouce, c'est bien. Mais les assurances, c'est pas gratuit, il faut les payer. Il y a différents types d'assurances. Moi, je m'assure pour les aléas climatiques. Le gel, la grêle, les tempêtes, les excès d'eau, les grosses sécheresses. Et par contre, c'est un coût pas négligeable. Faut dire aussi que les assurances aléas climatiques sont aidées par la politique agricole commune. Là, on se disperse dans les sujets, mais quand je vous lis, j'ai envie de parler de tout. Et c'est soutenu. Bon, ça reste toujours pas gratuit, une assurance. Mais c'est quand même important de vous l'expliquer. Saucisse du 79, ouais, c'était photos d'épis de blé et de plants d'orge, c'est ça, hein? Rappelle-moi, Saucisse, s'il te plaît. On va les regarder, par contre, elles sont super troubles. Tu vas nous raconter peut-être ce qu'on y voit. Je les avais préparés ici. Alors, tu devrais prendre un jaune d'air. Alors, j'ai tout ce qu'il faut en tracteur. Tu es de quel secteur, STP, Sodium? Ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez discuter entre vous. Pendant ce temps-là, je vais ressortir les photos de Saucisse du 79. Je pense que c'est tes photos dont tu veux parler. On va regarder ici. Voilà, je t'avais demandé des photos, tu me les as envoyées, on va les regarder. Cependant, il faudrait arriver à les faire un petit peu plus nettes. Un petit peu plus nettes, mais on va voir quand même des choses. Je vais pouvoir en parler, ouais, c'est intéressant quand même si c'est pas très net. On voit que par chez toi, c'est très avancé en termes de stade par rapport à chez moi.
Et vous allez voir pourquoi. C'est très avancé chez toi. Alors, est-ce que ça va bugger? Non, ça va pas bugger. Est-ce qu'on est sur tes photos, Saucisse? Est-ce que je me trompe pas? Parce que vous étiez deux à m'envoyer des photos et je vais peut-être m'en mêler les pinceaux. Rectification, ça devrait être bon. Alors, c'est bon Esteban, j'ai tes photos. On va regarder celle de Saucisse. Alors oui, les cellules, je rebondis sur ta question, je vais peut-être les vendre, Bat. Je voulais pas les vendre, mais en fait, je vais chercher à les vendre. Et certains d'entre vous voulaient les acheter, celles que j'ai démontées en vidéo. Il faudrait que vous m'envoyiez un mail si vous êtes intéressé, Bat37. Ouais, ça marche, Saucisse. Mais attends, on va regarder. Alors là, je crois que tu m'avais dit, en haut, bah, c'est un épi d'orge. Et puis en dessous, un épi de blé. Alors c'est vrai que on voit que l'épi de blé, il me semble, hein, c'est en bas. Eh bien, il est assez peu avancé. Hein. Les blés dans la plaine sont moins avancés que les orges. C'est la biologie des plantes. Généralement, les orges, même chez moi, elles sont plus avancées. L'épi commence déjà à s'allonger. Mais par chez toi, dans les Deux-Sèvres, donc, tu es plus avancé que chez moi parce que les épis, ils ressemblent plus, les épis d'orge, ils ressemblent plus à ton épi de blé là qui est en dessous. Donc là, tu as disséqué les plantes, tu as ouvert la gaine, et puis tu nous présentes les futurs épis qui vont sortir au mois d'avril-mai. Donc, l'adresse... alors, l'adresse email pour m'envoyer des emails, bien sûr. C'est celle-ci, je vous le mets dans le chat. lachaîneagricole@gmail.com. Ah oui, putain, il faut que je garde mon téléphone de côté. David, il va nous rejoindre après. Ou il va nous rejoindre dans le chat. Voilà. Donc voilà pour ta photo. Et ça signale bon, voilà, un stade avancé des orges. Et s'il ne pleut pas par chez toi, j'espère qu'il a plu, eh bien des stades avancés comme ça d'orge, il leur faut de l'eau. Et ces derniers jours, on n'en a vraiment pas eu beaucoup. Hier et cette nuit, ça dépend des zones, comme on parlait tout à l'heure. S'il n'y a pas d'eau pour des céréales à ce stade-là, c'est compliqué. Nous, donc c'est déjà gonflement, d'accord. Ça ouais, tu as 4 mm. Eh bien, ça va tirer un peu. Ça va tirer. Alors ça va que, mais bon, c'est pas terrible. Le temps de la semaine prochaine, il va, par chez moi, c'est entre 0 le matin et 14 degrés l'après-midi. Ça va pas être un temps poussant, donc les céréales vont pas non plus pousser, elles vont pas être demandeuses en eau plus que ça, mais c'est pas terrible quoi. J'avais une autre photo de toi, Esteban. Est-ce qu'on va la voir ici? Voilà. Là, je pense que tu nous fais voir ton blé. Voilà. Donc là, on a un pied de blé, je pense, ou 2 pieds. Il y a plusieurs talles, évidemment. J'ai des blés à peu près à ce stade-là. Mais tes orges sont beaucoup avancées quand même. Capacité des cellules, 600 et 800 quintaux, je crois. Il faut que je te redise ça. Comme je les ai assez peu remplis, je sais que papa a très bien ça de tête. C'est des petites capacités, hein, c'est 60 et 80 tonnes. Ah Vincent, ouais, je veux bien regarder tes... Alors attends, on va regarder le chantier de semis d'Esteban et puis Vincent, on va regarder tes betteraves gelées, c'est intéressant. Alors attends, je vais repasser sur la vue. Donc voilà pour ton blé. Esteban. Alors je transfère le mail, il faut savoir tout faire. Transférer. Inclure les pièces jointes. Alors, on voit ton visage. Je vois à quoi tu ressembles, Esteban. Voilà. Alors, ensuite, Vincent, je vais préparer aussi tes photos. Et on va se l'envoyer ici. Tac. Alors, on va regarder dans les mails. En gros, on fait la bourre à Splat. Ok, on va regarder tes photos, Esteban, ça marche. On va regarder ça tout de suite. Et puis ensuite, on va passer aux commentaires de la vidéo de mardi dernier. Mais le temps file à une vitesse, c'est incroyable. À chaque fois, il y a
tellement de choses à dire en fait. Alors, une photo, deux photos. Et je vais pas mettre ta tête, Esteban. Je vais pas mettre ton visage, mais on aura quand même ton matériel. Voilà. Couper. Alors, bon, tu te demandais il y a quelques semaines comment préparer tes sols. Il y avait des modes sur les chintes. Et du coup, tu as sans doute passé la rotative. J'imagine. Alors, photo Esteban, on va te mettre ici. Et puis, on va faire photo Vincent. Ici. Tac, tac, parcourir. Esteban. Voilà. Bon, bah là... Ah bah finalement non, j'ai une bêtise, t'as passé le vibro. Ah, t'as un bel équipement là. T'as un bel équipement, tu dois être en 6 mètres au moins. Ce n'est pas grave, je m'enfile de toute façon. Ouais. Oui, voilà, si vous voulez aller voir la chaîne d'Esteban, il se montre. Mais moi, voilà. Il faudrait qu'on soit avec un de tes responsables, un de tes représentants légaux pour que je puisse diffuser tes images. Voilà, il y a un problème d'image. Je ne peux pas diffuser tes photos comme ça. Attends, on va mettre en gros. Mais je peux montrer ton tracteur. Voilà. Donc, tu as passé la herse. Ça a l'air de s'être bien fait. On ne voit pas bien le sol, mais ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, et puis à certains endroits, tu as dû sortir la rotative. D'accord, bah, tu as passé un peu tout, quoi. C'est une herse plate avec un rouleau. D'accord. C'était pas un vibro. Bon, on a un bel équipement, on a un bel ensemble. Voilà, ça a dû faire du... La rotative, vous allez voir mardi prochain. Dans la vidéo, j'ai sorti aussi la rotative pour préparer le sol au tournesol. 6 mètres. Ok. Ok, bon, tu es content de ton travail et puis... Ouais, est-ce que tu es content de ton boulot ou pas? Puis on va regarder les photos de Vincent tout juste après. Est-ce que tu es satisfait? Toi, David, oui, j'ai dû passer la rotative. Ouais, c'est ce que je disais. Certaines passerelles se sont préparées comme du jardin. Ouais, c'est pareil. Moi, vous allez voir dans la vidéo de mardi, il y a des zones où il y a de la motte, où la rotative est c'est un petit peu trop violent. Puis des zones où il y a de la motte et il y a besoin de la rotative. Il y a des zones où ça se défait bien, il n'y a pas besoin de la rotative, mais bon, on ne va pas dételer et rateler sur deux équipements différents. J'avais presque mis, même si... Alex. Alors, automode. Alors, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, est-ce que tu es tout content de ton travail de préparation de sol? Il arrive un sac d'eau, on sera content, ça fera pas mal de battance. Ouais, voilà, le problème de notre préparation de sol, dans certains sols, s'il pleut trop, ça fait de la battance, ça fait une croûte. Oh, pardon. Ça fait une croûte, ça referme les sols. C'est tout le compromis compliqué à avoir. Il faut toujours avoir un sol. On aime toujours avoir un sol affiné pour faciliter la germination, pour que la plante elle s'active, elle pousse vite. Mais si on affine trop et puis que derrière il pleut et que c'est pas prévu, puis voilà, la météo est super variable, et ça referme le sol et puis les plantes ont du mal à pousser. Salut Anthony. Anto. Alors, on va regarder les photos de... Donc merci Esteban pour tes photos. Et puis allez voir sa chaîne YouTube. Et on va regarder les photos de Vincent. Tu nous parlais, donc tu as 90% de tes betteraves, donc 10 hectares qui ont gelé. Donc tu as dû faire un ressemis. Donc on va regarder ça tout de suite. À quoi ressemble une jeune betterave gelée? Bon, j'en ai vu sur Twitter. Je vous conseille d'aller voir sur Twitter à quoi ça peut ressembler. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font tourner leurs photos. Et je les ai vus là-dessus. J'ai perdu tes photos. Ah non, elles sont là. Donc voilà, c'est pas gai, c'est pas gai. Tu m'as envoyé une photo, là voilà, impeccable. Affiché. Ouais, j'allais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que vous me l'aurez dit si vous ne m'entendez pas. C'est que je dois être bon au niveau technique. C'est que ça fonctionne.
Alors j'espère que le live tout à l'heure avec David, ça va bien fonctionner aussi. Alors voilà, on voit ton petit doigt. Et là, c'est pas la fête. C'est pas la fête parce qu'on voit que... tac. Voilà une photo de Vincent qui est dans le chat. Merci pour ta photo. Donc une betterave qui doit avoir 10 jours, hein, j'imagine. D'accord, Alex, tu réponds aux questions des vidéos. En fait, tu profites de mon live qui répond aux questions de mardi dernier, de ma vidéo, puis tu en profites pour répondre à ta vidéo de ce matin. On travaille en coopération, tu vois. Super, merci pour ton retour, pour le retour du son et de l'image. On est au top. Et donc, les cultures qui se réveillent. Donc, ouais, Vincent, t'avais semé ça quand, là? Là, elle est cuite, hein, clairement. Ouais. L'Institut de la betterave, je ne sais plus quelle corporation, avait communiqué que certaines betteraves, avaient peut-être gelé les cotylédons, mais l'apex, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, le cœur de la betterave, peut des fois repartir. Là, on voit que c'est un petit peu jaunâtre au cœur, enfin verdâtre, mais je pense qu'elle est grillée. Cotylédon gelé, semis du 24. Ok. Semis du 24 mars, gelé cette semaine, il y a 2-3 jours. Donc, 10 jours, quoi. 10-12 jours. Bon, ok. Bon courage surtout pour tout ça, pour le ressemis, pour... Adrien. Salut David, salut Adrien. En pleine forme. Oui, pas de problème. Je me suis reposé toute la journée. Non, j'ai préparé le live, j'ai pris contact avec David, j'ai fait des petits préparatifs de mon live. Donc voilà, tranquillou. À bientôt, Dots. Je t'ai envoyé mon chantier d'ensilage. Alors attends, attends. On va arrêter les photos. Faut que je passe à... Je voudrais vous expliquer les tournesols, pourquoi je ne les sème pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, je passe d'un truc à l'autre. D'accord, je vois tes photos. Ok, ensilage d'herbe. Attends, on va en parler. Est-ce que c'est là récemment que tu as ensilé? C'est les ensilages actuellement? Ou c'est de l'année dernière, ça? Ah non, 2021, le 10 avril. Ah, vous avez fait ça hier, ok. Donc, c'est la saison des ensilages est partie. 2 matins à -6, d'accord. Donc ça, ce plan de betterave, c'est 2 matins à -6, température négative. Ça pardonne pas. Voilà. Alors, les commentaires de mardi dernier, il n'y avait pas beaucoup de questions. Ce n'est pas un problème. C'est cool. Il n'y avait pas beaucoup de questions. La vidéo de mardi dernier, c'était révision de la transmission de la batteuse. L'arbre de transmission, du moins le manchon dans lequel il s'engouffre, les cannelures étaient à revoir. Et j'ai changé le manchon. Voilà. Je ne savais pas avant de l'ouvrir s'il fallait le changer. On a ouvert pour voir et on a décidé de le changer. Une pièce entre 500 et 600 euros. Et puis du temps. Du temps à passer et c'est cool parce que c'est bien de le faire car c'est une pièce qui peut en pleine moisson casser et puis le temps que j'ai passé là au printemps à la réparer, c'est du temps que je n'ai pas à passer pendant une panne en plein été, en pleine moisson. En pleine moisson, une panne, c'est embêtant de s'arrêter un jour ou deux. Pendant ce temps-là, la récolte, elle attend. Et elle peut être exposée à un risque d'orage, elle peut être perdue. Il est bon de réparer les pannes en préventif plutôt qu'en curatif à la rescousse. Comme je le disais... Ok, merci pour ton retour. Nous sommes moyennement satisfaits qu'il reste pas mal de mottes, mais on sera content si ça tombe beaucoup d'eau. Eh bien, on croise tous les doigts, oui. Vous m'envoyez tous des photos. Attendez, c'est pas une session photo. Je suis désolé, on va pas pouvoir tout voir. Alors, on va regarder quelques commentaires. On va les remonter. Tac. Il n'y avait pas beaucoup de questions, on va passer vite. Et puis, je surveille mon téléphone. David va bientôt être dispo, normalement. Alors, Kaz,
Adrien, tu me dis Kaz, oui, parce que je dis dans la vidéo que la courroie est fabriquée en Amérique. Après, il y a d'autres courroies qui peuvent être achetées, peut-être adaptables, qui ne sont pas fabriquées en Amérique. Hein. C'est pas parce que la batteuse est américaine que obligatoirement la courroie doit être américaine. Mais non, c'est des moissonneuses américaines. Kaz-IH. Ensuite, on n'a pas d'autres questions ici. Excellent. Oui, Maurice, tu me demandes si j'ai un retour des perchoirs, donc rien à voir avec la vidéo. Alors le perchoir que j'ai mis dans l'orge et la luzerne, semé en direct dans la luzerne, il a été visité au départ, j'ai trouvé une crotte. Mais après, j'ai l'impression que les rongeurs, ils sont partis et le perchoir, il n'est pas visité. Donc je l'ai laissé, je vais y retourner voir, mais là, plus la culture va monter, moins les rongeurs vont être chassables. Bon, bah, je suis un petit peu déçu. David est prêt. Je suis un petit peu déçu, j'ai rien pu filmer, rien pu voir. Oui, David, si tu me vois, on regarde un petit peu les commentaires. Attends, je vais lui écrire. Tu me vois sur Twitch, savoir s'il m'entend. Puis on va passer à David après. Après que je vous ai fait voir pourquoi je ne sème pas le tournesol. C'était quand même ma promesse. On va regarder tout ça. La moissonneuse, Michael, elle est de 1992. Et elle a... mince, à laquelle 5300 heures. Je crois. Je crois. Oui, bon, je connais l'année, mais j'ai un doute sur le nombre d'heures. Tac, tac, tac. Ensuite... comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de questions. Ça bip, ça bip. Est-ce que les marques ou les pièces d'usure sont nettement moins chères? Est-ce qu'il y a des marques ou pièces d'usure? Alors, là, clairement, oui, le moyeu que j'ai changé, ce n'est pas une pièce d'origine, donc j'aurais pu le commander moi-même chez un tourneur. Donc c'est là où ça devient moins cher. Après, il y a d'autres pièces que je peux trouver pour mes tracteurs ou batteuses qui ne sont pas d'origine, de l'adaptable tout à fait. Et du coup, généralement, on est moins cher que l'origine. La courroie que j'ai enlevée, non, elle n'était pas d'origine, Stéphane. Voilà Guy pour ta réponse juste avant. Ensuite, projet des chômeurs. Ah non, Sébastien. Bientôt, je vous en parlerai, pas de problème. Donc voilà pour la question. Salut David, bon boulot. Je voulais savoir, donc Romain me demande si je comptais changer les éclairages de la moissonneuse cet été, comme j'avais fait avec le Kaz. Oui, j'aimerais bien. Donc, ouais, je le ferai. Je commanderai des feux là où je les ai pris. Et je changerai sur le 956, donc le tracteur, et sur la batteuse. Clairement. C'est des feux que, quand on voit à quoi ressemble un éclairage LED, on a envie de tout changer les éclairages classiques et anciens. En plus, on consomme moins d'énergie. Et ça éclaire mieux. Parce que là, je rappelle, je suis sur du 40 watts et les feux d'avant, ils étaient sur du 60 watts en éclairage classique. Alors, Marvin, est-ce que dans l'avenir, tu te mettras à repeindre la moissonneuse? Alors, dans un avenir très lointain, et je pense que je ne le ferai pas tout seul, j'aimerais bien, mais c'est un chantier titanesque. Quand je vois le temps que j'ai passé pour la cabine, forcément, je vais mettre trop de temps pour peindre une batteuse. C'est un chantier, c'est un projet que je ne pourrais pas faire tout seul, évidemment. Mais j'aimerais bien. Je garde ça dans un coin de ma tête. Donc, ouais, David, si tu m'entends, encore, je ne sais pas, d'ici une dizaine de minutes, je parle après du tournesol. Et puis, je te passe un appel sur Google Meet. Et puis, on se fait 2-3 petites questions sous forme d'échange, discussion avec toi, David, mon confrère viticulteur. Tu penses faire les collants de la batteuse? Oui, voilà, les autocollants, Émeric, tout à fait. La peinture, les autocollants, parce que tout est en train de se défraîchir. Tout est en train de se délabrer sur la carrosserie, ça serait bien. Ça serait bien de mettre tout ça à neuf. Pareil, les autocollants, on peut les avoir d'origine. Ça marche, David. Merci de ta patience. On peut trouver les autocollants d'origine, mais on peut aussi les trouver en adaptable. Parce qu'en origine, c'est quasiment introuvable. Il y a presque plus de stock de ces trucs-là.
Et s'il y a du stock, c'est un prix exorbitant. Alors, Noémie, si jamais elle rend l'âme, est-ce que tu pourras lui faire un beau sarcophage pour lui faire honneur? Oui, oui, on lui fera une belle stèle pour la moissonneuse. Donc voilà pour vos commentaires de mardi dernier. Merci à tous pour vos messages. Donc, on parlait de la transmission. Voilà. Alors, je vous ai perdu dans le chat. Qu'est-ce que vous disiez? Vous avez peut-être des questions justement sur la transmission. Comptes-tu y réparer? Ça fait... Pas passer les vitesses. Si, sur la 1680, oui, il y a un problème de passage de vitesse, mais j'arrive toujours à passer les vitesses, mais très mal. Donc le câble de vitesse, de changement de vitesse, ouais, je vais le changer, et puis c'est juste qu'il est délabré et que ça complique le passage des vitesses. Mais je peux passer de la 1 à la 3 sans problème. Rodage à la mécanique pour nouveau moteur. Ok. Bon, on va parler du tournesol, puis après on appelle David pour qu'il nous dise comment ça s'est passé dans ses vignes. Ok. Non, j'ai pas encore acheté le câble. Faut que je commande ça à la concession. Je pense que je vais prendre ça à la concession. Et du coup, on m'envoie tous des mails. Paula. Ronan risque pas de brûler si elle est bien soufflée, la batteuse. Il y a toujours un risque que ça brûle, hein, mais plus les étés sont chauds, plus une batteuse peut brûler, ça c'est sûr. Ça augmente le facteur risque. Et bon, il ne faut pas s'empêcher de travailler, même s'il fait chaud. Merci Fafa, j'adore tes vidéos et surtout les petits messages sur la sécurité. En filigrane, mais toujours. Oui, la sécurité, c'est intéressant. Je crois qu'on peut tous en témoigner. C'est un métier qui fait mal, il faut se protéger. Mais parfois, on veut aller vite et on se fait mal. Je ne sais pas si tu connais TMC Bégène, à côté de Châtellerault. Oui, je connais, on y est déjà allé. J'ai déjà trouvé des pièces d'occasion pour la batteuse, tout à fait. Le tube de retour à Auton sur la batteuse, je l'ai pris là-bas. Tout à fait. C'est toujours mieux. Souvent, c'est en très bon état et ça n'a rien à voir avec le prix du neuf, c'est sûr. Alors, TMC, j'y vais de temps en temps. Oui, c'est pas très loin de chez toi, Alex. Alors, pourquoi je ne suis pas après semer le tournesol là, comme l'année dernière, jour pour jour. Et bien l'année dernière, on avait nettement plus chaud. Là, vous voyez que quand il ne fait pas chaud, c'est pas favorable aux plantes et surtout au tournesol qui a besoin d'au moins 6 degrés. Une température moyenne par jour de 6 degrés, c'est une base 6, on appelle ça. Il lui faut au moins 6 degrés, c'est-à-dire il faut que la moyenne de la température de la journée, si par exemple le matin il fait 12, 6, 7, 8... S'il fait 12 degrés l'après-midi et 6 degrés le matin, donc on a une température moyenne de 6 plus 12, 18 degrés, divisé par 2, 9 degrés. On a 9 degrés de moyenne dans une journée où il fait 12 degrés l'après-midi et 6 degrés le matin. Je vais vous faire voir un tableur, on va faire le calcul. Eh bien, on est à 9 degrés de moyenne, donc on est 3 degrés au-dessus de 6 degrés. Donc, on a un tournesol qui pousse. Et actuellement, on n'est pas du tout dans ces températures-là. C15, le Seigneur des... Ah oui, tout à fait. Alors, je crois qu'on a tous vu un C15 dans la plaine. Ça passe partout. C'est un véhicule, un utilitaire. Donc, je voulais vous faire un petit tableur. Et ce qu'il faut donc pour un tournesol, il lui faut au moins une température de 6 degrés dans la journée, moyenne. Et il faut que pour favoriser sa levée, il faut qu'il ait, sur les 10-15 jours qui sont devant nous, un cumul de température moyenne de 90 degrés. Donc, sur une journée où il fait 12 degrés le matin, 6 degrés le matin, 12 degrés l'après-midi, on a donc 3 degrés effectifs de pousse. Et puis que le lendemain, on a pareil 3 degrés, ça fait 3 plus 3, ça fait 6 degrés. Il faut qu'il y ait 90 degrés sur les 10-15 jours qui viennent. Ah, salut Stervio, bienvenue. Bienvenue sur le live. Elle va nous retourner le chat, Stervio. Alex, Stervio, vous êtes tous présents.
Alors, je vais vous faire un petit tableur pour vous montrer les objectifs et puis qu'est-ce qui m'aide à décider et à déclencher un semis. Alors, je vous ai préparé un petit écran. On va mettre la météo de côté. Je vais juste mettre quelques grandes lignes sur le tableur. Alors, il me faut 90 degrés, degrés jour cumulés sur 10-15 jours qui viennent. Donc, comment on les calcule ces 90 degrés jour? Est-ce que j'y suis? Alors, vous allez voir, c'est simple. Et on sait qu'un tournesol, le tournesol pousse à partir de 6 degrés, une température de 6 degrés de moyenne. Voilà, s'il fait 5 degrés la journée, en moyenne, eh bien il ne poussera pas. Alors, est-ce que ça va marcher mon truc? Là, on va faire matin, température du matin, température journée, enfin après-midi. On se croirait à l'école. On n'est pas à l'école. Je vais juste vous montrer le raisonnement que l'on a. Là, la moyenne de ma température de la journée. Et puis, là, base 6, vous allez comprendre. Base 6 degrés Celsius. Toc. Je t'appelle après, David. Alors, ensuite, j'ai un petit écran où je vous fais voir la météo des 15 prochains jours par chez moi. C'est ma culture de cœur, c'est ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le tournesol. Alors, je vais vous expliquer tout ça, regardez. Je vais donc vous donner l'explication de pourquoi je ne sème pas comme l'année dernière. L'année dernière, il faisait beaucoup plus doux que ces températures annoncées pour, vous voyez, les 15 prochains jours. Là, la première colonne, donc chaque petit nuage et soleil, c'est une journée. Et en rouge, on a la température de l'après-midi et en bleu, la température du matin. Donc là, je vais prendre les 10 prochains jours. Dans mon tableur, vous allez voir. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, vous êtes là, c'est pas déconnecté. Impeccable. Ensuite, alors, vous voyez, du coup, je suis malin, je ne vois plus mon tableau. 10, 5, 11, 1. Alors, 5 ce matin. 11 cet après-midi. Ah, ça bip, ça bip. Bienvenue Gaël. Ensuite, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 13. 11, 12, 13, 12, 13. Bon alors attendez, c'est 11, 12, 13, 12, 13, c'est ça. 15, 16, 16. Ça, c'est donc les températures de chaque après-midi. On va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque une. Donc ma 10e journée, dans 10 jours, il fera 16 degrés l'après-midi. Température du matin. On a moins 1, je crois. Après 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Ensuite, moins 1. 1, 3, moins 1, 1, 3. Et puis 5, 5. Voilà les températures du matin et de l'après-midi pour les 10 prochains jours. Donc, est-ce que je remplis les conditions de 90 degrés jour cumulés sur les 10, on va dire les 10 prochains jours, pour que mon tournesol pousse après mon semis? On va faire la moyenne des deux, déjà. Plus 5, voilà, et on va diviser par 2. Et ensuite, on retranchera 6 degrés, c'est-à-dire la température à laquelle le tournesol commence à pousser. Donc là, vous voyez que la température moyenne de demain, eh bien, elle sera de 8 degrés. Mais si on y retranche 6 degrés, les 6 degrés à partir duquel le tournesol commence à pousser, donc on va mettre 6 ici, on va mettre égal 8 moins 6. Vous voyez que demain, on aura une température effective de 2 degrés
pour que le tournesol pousse. Donc c'est pas beaucoup. Et vous voyez qu'il faut 90 degrés comme ça cumulés sur 10 prochains jours. Donc là, je vais tirer ma formule sur tout le tableur. On va mettre quelques petites choses dans le tableur pour que ça fonctionne. Là, on va tirer les moyennes. Voilà mes températures moyennes. Voici mes températures moyennes avec 6 degrés de retranché. Et là, je vais faire la somme de mes moyennes des 10 prochains jours. Et il faut que j'ai 90 degrés pour semer un tournesol et qu'il soit vigoureux. Et là, on est à 16 degrés. On n'y est carrément pas. Donc là, on ne sème pas. L'année dernière, on les avait, hein, les 90 degrés jour. Et là, ça n'a rien à voir. Si je sème un tournesol maintenant, il va végéter. Et le risque pour celui-ci, eh bien, c'est qu'il... J'espère que vous m'entendez toujours. Impeccable. David est dans le chat, parfait. Eh bien, si je sème un tournesol maintenant, il va végéter, il va patiner, il va se faire manger par les limaces, par les pigeons. Il va être longtemps exposé, avant de devenir grand, il va longtemps être exposé aux ravageurs. Donc voilà pourquoi on décale la période de semis, pourquoi on attend une période beaucoup plus opportune pour semer. Et de toute façon, hein, ça se ressent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ces jours-ci, on était vraiment plus chaud. Je crois que je peux retrouver. Je vais pas retrouver. J'ai pas préparé les écrans, mais si on remonte date par date, vous verrez qu'en France, il faisait nettement plus chaud. Donc voilà pour l'histoire du tournesol. Et je suis malheureux parce que j'aimerais bien le semer le plus rapidement possible. Allez, salut Stéphane. En dessous de 5 degrés, une culture ne se développe pas. Tout à fait, Fonzi. Donc voilà pour l'explication. Je pense que vous savez tous un peu ça. Ouais, pour le maïs, c'est pareil. C'est 8 degrés, la base. Je crois que c'était un petit peu au-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Mais bon, le tableur, voilà, il faut faire pause. Et puis on comprend que faut faire pause pour l'écran si vous voulez le reprendre. J'espère que j'ai rien mangé. Donc là, par rapport à la base 80, avec 90 degrés jour, égale 90 moins 16 degrés, il manque 74 degrés. Voilà, donc là on n'est pas bon. Voilà pourquoi vous ne me verrez pas semer la semaine prochaine, je pense, enfin même très clairement, pas avant 10-15 jours. Parce que même si je vais plus loin et mon calcul, je le fais pour les 15 prochains jours, je suis sûr que j'arrive même pas à la moitié de 90. Voilà, pour que le tournesol... Hop. Et j'entends que ça bip. Bienvenue à Disax. Voilà l'histoire. Voilà. Après, là, le semencier m'offre une solution sur téléphone et tablette pour suivre ses calculs. C'est du calcul en temps réel. Et j'ai des petits graphiques qui me disent feu vert, vous pouvez aller semer. Ou feu rouge, ou feu orange, vous pouvez juste préparer le sol. Ou feu rouge, faites rien du tout. Il est trop tôt. Et là, les feux sont au orange. C'est-à-dire qu'on peut préparer le sol, vous allez voir mardi. Donc voilà, l'année dernière, je semais au 10 avril. Alors David, je vais t'appeler. J'espère que ça ne va pas bugger. On va changer l'écran. Tac. Alors, si on ne se trompe pas... tac. Soyez indulgents, hein. Ça risque de pas marcher du premier coup. Alors, le micro fonctionne. Oula, d'accord. Participer. Là, je t'appelle David. Voilà. Ça devrait fonctionner. Moi, c'est prêt à semer depuis... Ouais, moi aussi, c'est prêt à semer depuis une semaine, Fonzi. On ne s'attendait pas à ce que le temps tourne autant à la gelée et puis à ce que la fraîcheur reste. Hein. On était habitués. On a eu du 25 degrés quoi, quand même il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines.
Tac. Alors, ça. David, là, normalement, je suis en train... Tu peux te connecter, normalement. Ça devrait fonctionner. Alors... Ah ouais, d'accord. Alors, attends, vas-y, réessaye, David. Essaye de te reconnecter, de répondre, ou je te renvoie un lien. On va voir. Impeccable, ça marche. Alors, David, là, normalement, tu as coupé ton micro. Impeccable. Ça va? Salut? Tu m'entends? Ah, super, je t'entends nickel. Bon. Ouais, ouais, ouais. Là, t'es pas encore en direct. Ça grésille un tout petit peu. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, ça roule. Bon, impeccable. Toi, tu m'entends? Ah, non, là, c'est plus bon. Vas-y, parle. Non, ça marche pas. Mince. J'ai l'impression que c'est ton jack. Essaye de débrancher, rebrancher le jack. Ouais. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Ouais. Ouais, je t'entends bien là. Ça résonne. Du coup, faut que tu écoutes le son sur Google Meet et pas sur Twitch. Est-ce que ça va le faire? Ouais. Non, bah, ou coupe Twitch, je pense. Coupe le son de Twitch. Ouais, Twitch. Ça va peut-être être mieux. Ça va peut-être être mieux. Ouais. Nickel. Nickel. Ouais. Bon, bah, c'est top. Merci d'être là. Alors attends, je t'ai pas envoyé encore. C'est bon. Voilà, normalement. Alors vas-y, dis quelque chose. Vas-y, vas-y. Ah, nickel, c'est bon. C'est bon, Ouais, tout est bon? oui, on va demander à nos spectateurs si vous entendez bien David. Ouais. Ils vont nous le dire tout de suite. Monsieur Fent, qu'est-ce que tu me demandes un petit peu plus haut dans le chat, David? Je te donne mon numéro de téléphone. Est-ce que... Mais j'ai pas, il n'y a pas de question, Monsieur Fent. Il n'y a pas de question. C'est quoi ta question? Nickel. Merci Sodium pour le retour. C'est bon, on l'entend bien. Super. On le voit bien. C'est parfait. Tout est bon. Merci les gars. C'est bon, nickel. Génial. Bon, je vais laisser parler David. David, on se connaît depuis quelques années, hein. Il est Ouais. viticulteur, youtubeur, et puis j'avais envie de l'entendre ce soir parler, discuter de ce qui s'est passé un peu dans nos vignes, dans nos vignobles, et surtout dans le sien. Et bon, merci à toi. Ouais, je te laisse te présenter si tu veux un peu ton histoire. Voilà, je te laisse libre parole. Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir David, et puis merci de m'inviter. Écoutez, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis viticulteur en Champagne. Et effectivement, on a vécu une semaine un peu stressante avec le froid, les températures assez, qui ont descendu assez bas suivant les vignobles. Donc, viticulteur en Champagne, un petit peu youtubeur également. Donc, j'ai une chaîne YouTube et c'est par ce biais-là qu'on se connaît avec David, David Forge. Donc voilà, donc je suis exploitant depuis 2000, c'est facile je dirais, à s'en souvenir. Et puis j'ai choisi un petit peu le canal YouTube pour exprimer, je dirais, un peu notre nouveau modèle d'exploitation, puisqu'on a passé près de 15 ans en coopérative. Et puis, on a choisi d'arrêter la coopérative en totalité et de faire nos propres vins pour bien refléter dans la bouteille, en tout cas dans les cuvées qu'on avait, refléter vraiment notre travail, puisqu'on est parti en 2016 avec des certifications HVE, et puis depuis les dernières certifications à conversion agriculture biologique. Donc voilà, c'est ça je dirais qu'on essaye de véhiculer comme message, notamment sur les réseaux. Donc voilà, après j'ai pas grand chose de plus à rajouter, Non, si ce n'est que essayer de faire connaître un petit peu plus la viticulture à travers les réseaux et à travers notamment YouTube. super. C'est super chouette ce que tu fais. Et je vais mettre dans le chat le lien de ta chaîne. David Fèvre, YouTube, comme ça on pourra te retrouver. Hop. Voilà. Donc j'ai vu une question.
Voilà. J'ai lancé ta chaîne. Tac. Tu es là. Voilà la chaîne de David. Bah, tu avais déjà une question dans le chat par Arthur. Voilà. Est-ce que tes vignes n'ont pas trop souffert? Qu'est-ce qu'il en est de chez toi en Champagne? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, on a eu une vague de gel assez importante. Chez moi, en fait, la gravité des dégâts dépend vraiment de l'intensité de la pousse des bourgeons. On est encore en stade bourgeon. Et pour certains, on est en stade de sortie de feuilles. Donc effectivement, tout ce qui est en stade de sortie de feuilles, ça a forcément beaucoup souffert. On attend encore un petit peu avant de jauger l'intensité des dégâts parce qu'on ne sait pas où le gel est rentré. On sait que les feuilles, en tout cas qui étaient sorties, ont énormément souffert et sont grillées. Mais on ne sait pas aujourd'hui l'intensité de la gelée, où elle est descendue vraiment à l'intérieur des bourgeons et à l'intérieur, parce que le bourgeon, à partir du moment où il y a des petites feuilles qui sont en train de sortir, mais le bourgeon n'est pas complètement développé, on ne sait pas jusqu'où c'est développé. À la différence effectivement des Millet et Benjamin, où ils avaient 5 voire 6 feuilles de sortie, où là, clairement, les dégâts se voient tout de suite. Ça, c'est clair, puisque quand c'est sorti comme ça, c'est des feuilles très fragiles, très fragiles. Et là, effectivement, le froid, il suffit de -2, -3 au minimum pour forcément griller, très fortement griller. Alors, c'est pas toujours la gelée qui grille, mais c'est les rayons du soleil, parce qu'à partir du moment où le végétal est gelé, c'est en fait la chaleur et les rayons du soleil qui vont griller au matin quand ça se lève, entre 7h et 8h du matin. C'est surtout les rayons de soleil qui vont griller directement. Voilà. D'accord. Donc nous, pour évaluer les dégâts, il est encore trop tôt pour le moment. On sait que historiquement, nos chardonnays qui démarrent plus tôt, donc les raisins blancs de Champagne, ils démarrent plus tôt et c'est ceux-là qui ont forcément plus pris la gelée. Donc on attend encore un petit peu et puis on tend le dos parce qu'il y a encore demain matin, mardi matin, mercredi matin, avec des très petites gelées, -2, -3 au plus bas, c'est ce qui est annoncé, sauf que ça fait 2 jours qu'il pleut. Donc forcément l'humidité elle est encore plus importante, l'hygrométrie elle est encore plus importante, donc on attend encore, voilà, on attend avant de se prononcer tout simplement, mais on tend le dos encore 4-5 jours. Ouais. Oui, parce que là, c'est vrai, quand on regarde à 5 jours, on a des températures négatives, mais rien ne dit qu'elles peuvent descendre encore un petit peu plus dans les prévisions au dernier moment. On n'est pas encore tiré d'affaire, quoi, en fait. Et... Non, pas du tout. Alors, ce qui nous choque, entre guillemets, par rapport à d'habitude, c'est qu'effectivement, la semaine d'avant, on avait 28, 29, voire 30 des pics à 30 degrés. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça met un à-coup, ça met un excès ça réchauffe les sols, la vigne, elle se réactive et elle pousse très vite. Et du coup, effectivement, la semaine d'après, on a, si on prend 30 degrés, on a eu au plus fort -5 degrés. Donc, on a 35 degrés de différence. Donc, forcément, l'excès de chaleur a provoqué un excès de pousse. Et derrière, ça sensibilise énormément les bourgeons. Donc, on a un petit peu d'avance à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on appelle, nous, des gelées noires. C'est-à-dire que ça gèle, quelle que soit la hauteur du stade, à la différence des gelées blanches qui sont là plus tard en saison, par exemple début mai, où là, ça ne gèle que les fonds de vallée qui sont les plus sujets à descendre en température. D'accord. Donc oui, c'est pas tant l'époque d'arrivée de la gelée qui est exceptionnelle, c'est plus c'est ce réveil de la vigne qui a été fait en amont, il y a 2 semaines, on va dire, qui est quand même l'exception. Oui, c'est ça, c'est les deux choses. L'exception, c'est l'amplitude de température à la hausse, et l'exception, c'est la vague de froid qu'on n'a pas forcément connue depuis très longtemps, quoi. Oui, c'est vrai que ça faisait des années qu'on attendait un froid qui, des fois, enlève les parasites du sol. Il y a les œufs de limaces, ils sont dans le sol dans les premiers centimètres. Ça fait des années qu'ils ne sont pas détruits par des bonnes périodes de gelée. Et là, elles sont de retour.
Et j'avais une question, là dans notre coin, il y a pour lutter contre le gel au petit matin, il y a des tours à vent, des feux qui sont déclenchés, des bougies, des bottes de foin qui sont allumées. Est-ce qu'en Champagne, avec cette appellation, il y a des choses qui sont contraintes, autorisées? Qu'est-ce qui est possible? Comment vous luttez? Alors, la seule chose qui ait été arrêtée et interdite, c'est le réchauffement un petit peu de l'air avec ce qu'on appelle des chaufferettes. Donc, c'est du chauffage au fioul. Donc là, ça polluait quand même un petit peu. Donc ça a été arrêté. Ça, c'est sûr. Après, il n'y a rien qui est interdit. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a vu un petit peu sur les réseaux avec des bougies, notamment donc de la paraffine, ça, c'est encore autorisé. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est arriver à réchauffer un petit peu l'air et notamment dans une surface de 50-60 cm du sol. Ça, c'est la première chose, c'est autorisé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle de l'aspersion. Ça, C'est-à-dire qu'on va tu peux le faire, ça. Ouais, ça tu peux le faire, ça il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut être auprès d'un grand point d'eau parce que ça génère beaucoup de besoins en eau. Donc là, c'est-à-dire qu'on va faire un glaçon autour du végétal, c'est-à-dire qu'on va profiter de la calorie de l'eau, enfin de la glace, puisque à l'intérieur de la glace, ça reste à zéro, donc ça ne gèle pas. Donc là, on va profiter de la calorie de la glace. Ensuite, il y a un système effectivement d'éolienne, c'est-à-dire qu'on va essayer de brasser un petit peu l'air chaud qui est sur un strat un petit peu plus haut pour pouvoir la redescendre, donc faire descendre un petit peu je dirais l'air chaud et les faire redescendre au sol. Donc ça, c'est trois systèmes qui sont autorisés. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de problème. Après, nous, la grande différence en Champagne par rapport à d'autres régions viticoles, c'est qu'on a aussi un système de réserve qualitative, c'est-à-dire que tous les ans, on a des rendements volontairement limités. Mais par contre, on a aussi une toute petite partie de rendement qu'on peut, eh bien, ce qu'on appelle Sur... rendement bloqué. D'accord. C'est-à-dire on a le droit de récolter en rendement supplémentaire. Par contre, il faut qu'on le laisse en cuve. On n'a pas le droit de s'en servir pour faire des bouteilles. On le laisse en cuve. Mais ce rendement-là, il est bloqué et donc il est réservé pour événements climatiques. Donc, c'est-à-dire que ça remplace une assurance, tout simplement. Et aujourd'hui, la valeur d'un vigneron qui est installé depuis un petit moment, la valeur de cette réserve, elle équivaut presque à une récolte. Ah oui. C'est un système qui est unique en France, qui forcément fait, entre guillemets, intéresse énormément de régions. Et je pense derrière les événements comme cette semaine, il y a beaucoup de régions qui vont réfléchir. Mais en tout cas, c'est un système qui a fait largement ses preuves, puisque cette année, on va attendre forcément la fin de la semaine, et puis encore, on n'est pas à la fin des gelées, puisqu'on va attendre forcément le 15 mai. Les seins de glace, c'est quelque chose qui est très, voilà, c'est vraiment le créneau où quand on a passé les seins de glace, on sait que, voilà, ça peut se calmer. Mais voilà, c'est ce système de réserve qualitative, il nous rassure entre guillemets un petit peu. Donc tous les ans, on a le droit d'en mettre. Alors nous, on parle en kilo-hectare hein, en Champagne, on ne parle pas en hectolitres hectare, on parle en kilo-hectare. Et du coup, tous les ans, on a le droit d'en mettre 200, 300, 400 kilos, 500 kilos de l'hectare en réserve. Voilà. Et donc, du coup, ça nous permet d'aborder ces périodes de gel un peu plus sereinement. Oui, mais alors techniquement et physiquement, et puis j'ai vu vos questions dans le chat, je vais rebondir dessus tout de suite après. Moi j'ai une question, physiquement c'est toi qui supportes le coût de cette assurance, c'est-à-dire les cuves elles sont chez toi ou c'était quand elles étaient à la coopérative, c'était à la coopérative, maintenant c'est chez toi, comment tu te gères Alors ça? c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement cette réserve qualitative elle suit l'exploitant. Donc c'est-à-dire que nous par exemple, toi qui nous suis, on a entamé un nouveau virage depuis 2017 avec des nouvelles cuvées, etc. Et avant 2017, on était en coopérative. Donc, cette réserve qualitative, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, elle est à la coopérative. Donc, ça veut dire que le jour, si cette année, par exemple, ça ne va pas parce qu'on a subi des gels, ce qui va être débloqué, ce qui va être ressorti de la réserve, ça va être ressorti de la coopérative. Donc, moi, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, effectivement, je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Je vais en bénéficier d'un point de vue trésorerie, c'est-à-dire que ça va être ressorti, donc du coup je vais pouvoir bénéficier de la trésorerie. Ça,
avantage. Par contre, c'est pas des vins que je vais pouvoir rentrer dans ma production puisque j'ai choisi notamment de partir en bio, etc. Donc, je ne vais pas pouvoir les réintégrer. Mais voilà, d'un point de vue trésorerie, je vais pouvoir quand même en bénéficier. D'accord, ok. Alors, Et- ce qui fait la différence avec toutes les régions, la grande majeure partie des régions, c'est effectivement qu'ils n'ont pas ce système de réserve. Donc aujourd'hui, clairement, et notamment, voilà, ce qui illustre beaucoup et ce qui est assez frappant, notamment cette semaine, c'est ce qu'ont subi Émilie et Benjamin. Donc là, c'est de la perte nette. Oui, parce que oui, ils l'ont expliqué que ils n'avaient pas ce système d'assurance, quoi. Non, Ah ouais. Donc ils n'ont pas recours à des assurances et ils n'ont pas recours à cette réserve. là, pour vous expliquer, ceux qui regardaient la vidéo, là, qui écoutaient David, pour vous dire, Émilie et Benjamin sont des viticulteurs vers Béziers, je crois. C'est ça, hein, aux Ouais, ils sont dans le alentours, Languedoc, effectivement. Languedoc. À Et, Montagy. et ils ont communiqué au lendemain d'une gelée. Ils ont perdu 80-90% de leurs bourgeons, de leurs vignes. Bon, les plants sont toujours là, mais la future récolte est très compromise. Et du coup, elle a communiqué, elle a fait une vidéo très très communicative où elle est Ouais. voilà, elle est très triste. Je vais vous faire suivre le lien de leur chaîne. Et voilà, ils ont pas. Voilà, l'avenir est compliqué. Ils espèrent, enfin pour cette récolte, voilà, ils espèrent beaucoup que les plants vont repartir. C'est l'une des questions du chat. Je vous oublie pas. Ils espèrent que les plants vont repartir, faire quelques grappes. Comment ça se passe? Voilà. Techniquement, si je veux reprendre la question de Vincent, normalement, ça peut reprendre de la vigueur, mais vous n'aurez jamais les rendements attendus. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, David, sur la Alors, vigne un peu d'Émilie, puis de la tienne, si elle est touchée un peu? et effectivement, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que nous, la gelée qu'on a subie, c'est vraiment différent de ce que eux ils ont subi. C'est-à-dire que nous, on était encore en stade bourgeon, il y avait quelques feuilles qui commençaient à s'ouvrir un petit peu, mais pas un stade avancé. Eux, alors nous, on compte la physiologie de la vigne, on compte en feuilles de vigne. Eux, ils étaient presque à 6 feuilles Ouais. étalées. C'est-à-dire qu'on voyait, on voyait bien les feuilles. Et quand il y a 6 feuilles de sortie, il y a aussi les raisins. Les tout Ah ouais. petites, c'est tout petits, les raisins sont sortis. Et donc, c'est un stade qui est hyper, Ah ouais. et bien là où la gravité d'une gelée, elle est extrême. Et toi, Euh, entre ton stade, excuse-moi, je te coupe, entre ton stade et le leur, tu y seras dans combien de temps, toi, aux 6 feuilles? Ah ben là, on va y être dans 3 semaines, un mois, parce que le coup de froid Ah qu'on a ouais, eu, ça va vraiment freiner, stopper la vigne. certain. Et c'est dingue, ouais, les, Voilà. les différences de maturité aussi, hein, Ouais. si on veut parler de ça Ouais, entre les régions. c'est assez incroyable l'écart, le grand écart en fait. Donc eux, ils étaient sur un stade extrême. Donc en fait, quand ça gèle, normalement, la vigne, elle a toujours aussi ce qu'on appelle un contre-bourgeon. Donc ça va redonner. Forcément, elle ne va pas rester en position de brin de taille d'hiver. Elle va repousser, forcément. Et ces contre-bourgeons, suivant eh bien, les variétés, nous on a deux variétés qui sont complètement différentes là-dessus, suivant les variétés, ça peut redonner eh bien, quand même un petit peu de raisin. Alors, il faut être mesuré, parce que un bourgeon de vigne, il donne, en tout cas chez nous, il donne une grappe, deux grappes, trois grappes à l'extrême, trois Par, grappes qui pi- vont... par pied, hein. Ouais. Alors là, je parle juste en bourgeon, en fait. Si je prends D'accord. un bourgeon de vigne, il peut donner sur un bourgeon, il va pousser, et sur les rameaux, ce qu'on appelle des rameaux, ils vont donner une grappe, deux grappes, trois grappes, grand maximum. C'est Ok. vraiment, et si on prend les grappes, elles vont être entre 100 grammes et 150 grammes. Ok. Donc ça, quand c'est sorti une fois, ça ne peut pas ressortir deux fois. Par contre, le contre-bourgeon, il peut éventuellement, suivant les variétés, redonner une petite grappe. Et il y a des Ouais. différences entre les variétés, entre les cépages. C'est-à-dire que nous, par exemple, le meunier et le pinot noir, donc deux variétés de raisin noir, peuvent redonner une grappe. Les chardonnays, on sait qu'ils ne redonnent pas. Ah oui. C'est comme ça. C'est la variété de raisin. Et donc, aujourd'hui, nous, en Champagne, ce qui a plus souffert de la gelée, c'est le chardonnay, parce qu'il va démarrer un petit peu plus tôt. Donc, les feuilles commencent à sortir. Donc, on sait que ce cépage ne redonne pas ou redonne vraiment à l'extrême. D'accord. Donc on sait que ça, c'est de la perte de récolte très, 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 très importante.
Et Voilà. concernant Émilie et Benjamin, tu sais sur quel cépage ils étaient? Alors, je connais pas leur variété, pas du tout. Ils sont sur des merlots, ils sont sur des cépages comme ça, donc je connais pas. Alors je l'ai eu au téléphone avant-hier, donc je vais lui retéléphoner régulièrement pour lui demander un petit peu comment ça évolue, parce que en plus, c'est pas des régions qui sont habituées au gelé. Ah Nous, oui, on est un bah petit oui. peu habitués, donc on sait un petit peu comment ça évolue. Mais eux, ils sont jamais connus. Même son grand-père a jamais connu une gelée comme ça. Donc voilà, c'est la grande inconnue pour eux. Donc on se recontactera d'ici quelques jours pour voir un petit peu comment ça évolue. Déjà si le végétal reprend un petit peu la main. Mais déjà, ça met la vigne en situation d'extrême stress, en fait. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de me dire à l'instant. Sodium nous demande, est-ce que le pied de vigne n'est-il pas impacté en lui-même? Je pense qu'il veut dire sur le long terme, du coup. Est-ce Alors sur que... le long terme, il n'est pas impacté. La vigne, c'est une culture pérenne qui est vraiment enracinée. Donc, elle va être énormément stressée, mais c'est pas pour ça qu'elle va mourir. Ça, c'est clair. Par contre, il va y avoir un stress énorme, c'est-à-dire que tout au long de l'année, il va lui falloir apporter encore plus de soins que d'habitude. C'est-à-dire qu'elle va être du coup, c'est un peu comme vous, si on vous remet au quotidien un sac de 15 kilos ou 20 kilos sur le dos, c'est-à-dire qu'au moindre événement climatique, elle va être encore plus stressée. Donc Donc, c'est-à-dire que avec tous les événements mildiou, l'humidité, ouais, oïdium, ok. l'humidité, elle va être encore plus sensible que d'habitude. Ah, tu vois, je savais pas ça. Voilà. D'accord. Bon, bon, bah Donc en bon. fait, quand on part avec, alors la saison est tout juste démarrée, et on part déjà avec un handicap. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, tous les travaux qui vont arriver derrière, il va falloir les faire et encore mieux les faire que d'habitude. Ouais, parce qu'ils vont quand même, voilà, ils vont travailler dans l'espoir d'avoir les secondaires, Ouais, voilà, ils vont devoir quand même entamer un travail de suivi encore plus difficile, oui, et dans ouais. l'espoir Alors d'avoir quelque chose. exactement un suivi au niveau de la récolte, ça c'est et même elle sera moindre, ça c'est clair et net. Ouais. Voire suivant les variétés vraiment voire néantes. Et après, il va y avoir le végétal qu'il va falloir entretenir pour la saison d'après. Oui, il faut En le fait, préparer. Ouais. exactement dans la pousse de la vigne, on sait qu'il y a une période très très cruciale. On a l'étape là où ça pousse, où effectivement les feuilles poussent, les grappes sortent, et puis après, un mois après, on a la floraison du raisin. Et cette période de floraison, elle est ultra ultra importante parce qu'elle conditionne, si elle se passe bien, elle conditionne aussi l'année suivante. D'accord. C'est-à-dire que les bourgeons qui se développent dans les rameaux, dans les brins de vigne, c'est les futurs bourgeons de l'année prochaine. Ah ouais. Donc, donc si ça se passe pas bien, on sait que ça se passera pas bien non plus l'année d'après. Hmm. Ah oui, c'est C'est la vraiment difficulté. c'est la différence avec mes cultures. Oui. Moi, Voilà, c'est ça. c'est vrai que moi sur une parcelle, si on se prend une gamelle, ça n'a pas le même impact, oui, l'année d'après Disons qu'en grande que- culture, effectivement, tu sais que de toute façon l'année d'après, les cartes sont rebattues à 100%, tu ressèmes. Ce qui impacte, et c'est effectivement les conditions hivernales, c'est les conditions de printemps, si c'est bien humidifié, etc. Voilà. Euh, mais nous, on sait que s'il y a un problème sur une année, il y a aussi eu des problèmes l'année précédente. Voilà. Et Saucisse du 79 me demande, toi David, combien as-tu d'hectares de vignes et quelle variété, quel cépage? Est-ce Alors, que on tu a peux... 5 hectares et demi de vignes répartis à 80% meunier, 15% chardonnay et 5% pinot noir. Saucisse, tu auras tout de détaillé sur la chaîne de David. Voilà, si tu as d'autres questions. Il explique tout, David. Agriculteur périgourdin nous demande, je ne sais pas si c'est pour toi, David, la question, je crois que c'est pour toi. Tu as des VCI. Ça te parle, ça? Ou c'est hors sujet? Alors, VCI, non, ça doit être dans d'autres régions. Effectivement, nous, je pense que c'est ce que je parlais tout à l'heure, le bloqué. Ce qu'on a le récolté supplément. Il y a effectivement des régions depuis une petite dizaine d'années qui ont mis ce modèle-là en place parce que ça a fait ses preuves pour deux choses. Déjà en cas d'événement climatique et puis ensuite en cas je dirais, de régulation économique. Ça permet à un moment donné de ressortir du volume s'il y en a besoin. Et ça évite de planter des vignes. Au lieu de planter des vignes, eh bien, on régule
par rapport au rendement et par rapport aux disponibilités du marché. Parce qu'il y a des régions, effectivement, viticoles qui ont planté des vignes parce qu'ils avaient besoin de bouteilles, tout simplement. Et quelques années après, eh ben, ils Ils en avaient avaient les trop. vignes, ils n'avaient plus le marché. Ah oui. Donc ce VCI, effectivement, c'est la même chose. Ça permet de réguler énormément la production. Oui, parce qu'en fait, tu crois que la production de raisins, de vignes, de vin est beaucoup plus aléatoire que mes cultures ou si on n'a pas ces mécanismes de régulation de volume, est-ce que c'est dur d'être aussi régulier? Est-ce que tu sens Alors, que la production de vin est plus variable que la nôtre, que la mienne? alors, je connais pas si effectivement la culture aujourd'hui céréalière ou vos cultures. Je sais pas la Je, différence effectivement. je vais te dire à peu près. On va dire, voilà, selon les années, on va dire de 6 tonnes et demie à 8 tonnes et demie en blé, je produis. Donc tu vois la variation. Mais en D'accord. moyenne, 7,5. Alors je ne sais pas si les extrêmes chez toi, chez les viticulteurs, c'est plus, tu vois. Parce que, Ben, j'aurais pas les rendements effectivement par région, mais je sais aujourd'hui que les nouvelles conditions climatiques, de toute façon, qui arrivent, clairement, on va être sur des extrêmes énormes, ça ouais, c'est sûr. Si on prend cette année ce qui démarre à l'échelle de la production nationale, ça va être énorme. Les pertes vont être énormes parce que l'impact déjà du gel, ça va être énorme. Et derrière, ce qui va arriver, bah, la météo, on la connaît pas forcément. Ça, c'est ouais. sûr. Ensuite, on a quand même énormément de régions qui passent vers la viticulture biologique. Donc là, viticulture biologique dit viticulture plus exposée, plus risquée. Donc on va avoir effectivement beaucoup plus de fluctuations de récoltes, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai une question de sodium. Qu'est-ce qu'on appelle le débourrement en viticulture? Et ben on est en tout cas nous en Champagne on est en plein dedans. Si on prend pour comparer hein, avec Émilie et Benjamin, eux sont dans un stade plus avancé, 5-6 feuilles étalées, et nous on est en plein débourrement. C'est-à-dire que le bourgeon est en train d'éclore et il est en train d'ouvrir un tout petit peu ses feuilles. Donc nous on est vraiment en plein stade. Aujourd'hui c'est vraiment le stade. D'accord. Le bourgeon d'hiver se transforme, s'ouvre euh, et Ok. Ouais. Il se débourre. c'est ça, c'est ça. Et C'est ce qu'on appelle la bourre. À l'intérieur du bourgeon, c'est ce qu'on appelle la bourre. Et ça s'ouvre un peu pour donner naissance aux feuilles. c'est pas. D'accord. C'est le même mot qu'on utilise pour les chevaux quand on débourre un cheval, non? C'est ça? Oui, On ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire du tout la même chose, ok. C'est la même racine, ok. Monsieur Fent nous demande, les pieds de vigne, voilà, combien de temps tu les gardes? Quelle est la longévité d'un pied? Ça doit être Et très ben, variable. ça peut aller. Ça dépend un petit peu des vignes, ça dépend un petit peu du secteur, ça dépend un petit peu de sa production, ça dépend ce qu'elle donne qualitativement, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres, en fait, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais voilà, on est sur 35, 40, 45, 50 ans. Il y a des vignes même centenaires, suivant les régions. Donc il n'y a pas de règle là-dessus, mais ça dure très longtemps, Ah effectivement. ouais, dis donc, c'est incroyable. Oui, quand Ouais. j'avais visité l'exploitation de la famille de Guillaume de Lanoux, ouais, c'est ce qu'il me disait. Ouais. En Ouais. Touraine, c'est à peu près ça aussi. Et, Un peu plus encore sur des régions où on produit du vin rouge, ah oui, puisqu'on a besoin de maturité, on a besoin de complexité, on a besoin de concentration de raisin. Et ça, on ne le trouve pas sur des vignes jeunes. Parce que les vignes jeunes ont tendance à produire un petit peu. Les vignes plus anciennes ont tendance à moins produire, mais par contre, favoriser une certaine qualité, une certaine concentration du raisin, concentration en sucre. Et voilà, il faut un mix de plusieurs parcelles dans une exploitation. Mais en tout cas, sur les vins rouges, on a besoin de concentration, donc on a besoin de vie. d'accord. Nicolas me demande, est-ce que c'est compliqué de faire viticulteur? Bon, j'imagine que tu vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais comment tu ressens? Est-ce que Alors, c'est compliqué? Ou est-ce que c'est euh, simple? à la limite, si je le compare un petit peu avec le travail de mes parents, le métier, il se complexifie un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a effectivement faire les vignes, faire le vin, mais la dimension qui est presque la plus importante, même si les deux avant, ils sont absolument pas à négliger,
Mais ce qui est hyper important, c'est vendre le vin aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que c'est pas plus dur parce que tu as quitté la coopérative qui se chargeait un peu de commercialiser ou c'est dans tous les cas compliqué? Alors, Ouais. alors non, c'est pas plus dur parce que justement, au contraire, il y a plus d'atouts. Si tu veux, Ah il y oui. a plus d'atouts parce qu'aujourd'hui, je peux expliquer clairement. En plus, on travaille d'une façon très parcellaire, c'est-à-dire qu'on fait une parcelle, on fait une presse équivaut à une cuve. Donc, on est vraiment dans un travail de détail, un travail de révélation justement du terroir. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que ça nous donne même plus d'arguments quand on explique comment est fait une cuvée. Mais c'est-à-dire qu'il faut être sur tous les fronts pour aller chercher le consommateur aujourd'hui. C'est Parce vraiment que la plus grande difficulté. Et pour aller chercher le consommateur, il faut que les deux premiers maillons, la vigne et le vin, ils soient irréprochables. Voilà, aujourd'hui, et vous êtes confronté aussi à ça en agriculture, c'est que le consommateur aujourd'hui veut savoir absolument comment c'est fait tout ce qu'il a dans son assiette. ouais. Et nous, voilà, on est vraiment dans cette dimension-là. Oui, parce qu'en fait, il demande ouais, comme tu dis, de plus en plus de personnalisation, de savoir d'où vient la bouteille. Et c'est cet effort d'explication, de communication ouais, qui prend plus de temps qu'hier, où avant c'était un peu plus, ouais, un peu moins recherché. Surtout dans notre entre guillemets univers de Champagne où ça a été longtemps réservé déjà aux grandes maisons. Voilà, les grandes maisons, c'est ceux qu'on entend les premiers, c'est ceux qui ont fait la notoriété entre guillemets de la Champagne. Donc longtemps, on s'est dit le Champagne, c'est que par exemple Moët-et-Chandon. Donc c'est ça, longtemps on a réservé le Champagne à de la célébration, à Ouais. des événements, du mariage, des anniversaires, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est en train il y a une grosse partie des vignerons qui sont en train euh, de tenter d'expliquer en fait qu'on est dans une démarche où on parle du terroir, on parle de la façon dont c'est fait. On a des vins avec beaucoup de personnalité. On a des vins en fait qui peuvent s'accompagner au niveau d'un repas, entrée, plat, dessert, etc. Il y a des vins aujourd'hui qui peuvent sublimer carrément en fait tout un repas. D'accord. Et tu penses que ce regard de la société, du consommateur envers ce qu'il a, envers ses assiettes, envers ses aliments, aujourd'hui c'est très porté voilà, sur le produit du champagne, des vins. Est-ce qu'il va avoir ce regard sur les autres productions, comme l'huile de colza, la farine de blé tu crois que c'est une tendance Moi, j'en suis sur les... extrêmement, et on en discute de temps en temps en off tous les deux, Oui, j'en suis extrêmement convaincu et effectivement que plus on va avoir cette, entre guillemets, cette transparence vis-à-vis des consommateurs, ouais. plus on va arriver à fédérer le consommateur vers nos produits. J'en suis extrêmement convaincu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sodium qui repose, un thème qu'on a abordé tout à l'heure. Tu as encore du temps, David, devant toi, ça va Oui, bien ou... sûr, ouais, pas de Ouais, problème. t'es à l'aise, t'es bien? Je te sens bien Ouais, là. ouais, pas de problème. T'es super. Sodium nous demande, voilà, pour protéger les vignes de la grêle, quelles sont les protections que tu utilises? Toi, David, je pense personnellement, Ouais. voilà. Défiler peut-être, voilà, on t'en a pas parlé, mais j'imagine que c'est interdit, enfin c'est pas possible. Enfin, Non, c'est pas possible. pour la grêle, il y a rien Ah bah oui, qui c'est est la grêle, prévu. pardon, oui. Oui, c'est pas le gel. Parce Oui, il y a que rien. non, tout simplement parce que en fait, on a besoin, et notamment dans la production bio comme on l'est, on a besoin de réintervenir très souvent. Et les filets, à un moment donné, Ouais, c'est ingérable. ils nous gêneraient pour le travail quotidien. Et puis, non, et puis en termes techniques, techniquement, pour mettre des filets, enfin, ça va être infernal. C'est Même si tu... colossal, oui, c'est C'est colossal. colossal. Là, je les vois sur les arbres fruitiers, c'est colossal la main-d'œuvre, c'est Ouais, incroyable. ouais. Même 1 hectare à couvrir, c'est fou. Donc, ouais, C'est moi ouais, bien aussi, sûr. ouais, tout à fait. Même en grande culture, hein, les champs de colza, blé, orge, tout ça, on ne les protège pas contre la grêle. L'année dernière, il y a 30 hectares qui ont grêlé en colza. Et puis, bon, bah, contre ça, on ne peut malheureusement rien à l'échelle. Hein, voilà. Ouais, et On peut puis pas couvrir les champs, quoi. C'est... non, c'est sûr, c'est clair. Et puis au niveau des assurances, il me Oui, semble qu'on ce qui vous concerne, voilà, il faut avoir un certain taux de dégâts, etc. Enfin, ouais, moi je suis assuré. Je suis assuré.
Il y a une franchise ça dépend, 10 ou 20%, je dois être à 10%. Et puis Ouais, après, l'année dernière, j'ai eu un sinistre. Et forcément, un peu comme une assurance de voiture, quand tu as un sinistre, l'année d'après, tu as un malus. Voilà, ma police d'assurance me coûte un petit peu plus cher cette année à cause des dégâts de l'année dernière. Bon, c'est c'est comme ça. ça. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les assurances. Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis voilà, l'argent que l'on met, forcément, s'il y a beaucoup d'inflation dans les dégâts et dans les dédommagements, la police d'assurance coûte plus cher, quoi. C'est pas C'est sûr. gratuit. Non. Alors, Nicolas, je pense pas avoir oublié d'autres questions. Quel diplôme il faudrait faire pour être viticulteur? Ou toi, personnellement, qu'est-ce que tu as fait, David, pour être là aujourd'hui? Alors, moi, j'ai fait 2 ans, j'ai fait une école en alternance. J'ai pas fait d'apprentissage, mais c'était de l'alternance. J'ai fait un BEP et un bac pro spécialisé vignes et vins. Euh, donc voilà, aujourd'hui, bon, ça a changé, il y a quand même une vingtaine d'années, ça paraît pas. Mais il y a maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est un bac pro qui se fait ou un bac qui se fait en Ouais. 3 ans. Donc on a retiré une année. Il doit y avoir des bacs techniques, ouais, ou bac pro, ouais, comme tu dis. Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a des bacs spécialisés dans la filière vignes-vins. Nous, on a une apprentie qui est là en ce moment. Je crois que c'est conduite et gestion d'exploitation viticole ou vitivinicole. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, il y a des filières qui sont adaptées pour Et reprendre. pour reprendre, d'accord. Est-ce que tu vois dans ses disciplines, est-ce que tu vois un changement entre ta formation et la sienne? C'est peut-être pas évident, hein. Est-ce C'est qu'elle fait énorme. C'est énorme? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, moi, en tout cas, ce que j'ai appris et aujourd'hui, c'est énorme le changement. Et je le dis souvent, dans ce que mon apprenti, justement, ça me permet de rester calé. Justement, mon apprenti et ce qu'on apprend sur le terrain, je pense qu'il y a un certain décalage. Ouais. Ça va extrêmement, extrêmement vite, en fait. Que ce soit dans la façon de produire aujourd'hui. Et je trouve que dans l'apprentissage, il n'y a pas toutes les facettes du métier qui sont abordées. Notamment le commerce. Pour moi, je trouve que c'est une vraie erreur. Et dans la gestion d'une exploitation. La gestion de l'exploitation aujourd'hui, que ce soit de la comptabilité, que ce Ouais. soit du management, que ce soit dans l'organisation du quotidien. Je trouve que les jeunes, en tout cas, qui sortent de ces écoles, sont pas formés à ça. Donc du coup, l'apprentissage, il prend tout son sens, ça c'est clair. Euh, mais je trouve qu'il y a un petit décalage, oui. Tu veux dire que c'est un petit peu moins bien qu'à ton époque, c'est ça? C'est un peu moins complet ou... Alors, je un- compare pas mes époques parce que, et encore, je me dis que même moi, à mon époque, la meilleure source d'apprentissage, c'était le terrain. Ça, C'est c'est ça, clair. hein, Donc, oui, je suis complètement d'accord avec toi. c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment encore le cas, quoi. Est-ce que j'ai une bonne question de sodium? Tu vois, moi, par chez moi, les exploitations se concentrent. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais qui ont souvent de plus en plus de surface. C'est voilà, sur ma commune, hein, on est 14. D'ici quelques années, on va être 12, 10. C'est la tendance un petit peu partout en France. Est-ce que chez les viticulteurs, est-ce que les domaines se rassemblent aussi? Est-ce que tu ressens Alors, ça? je sais pas forcément dans les autres régions Mais chez toi, ouais, ouais, chez toi. de France. En Champagne, il se passe quand même une chose qui est quand même pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau d'exigence qui est en train de monter très très sérieusement au niveau de la production déjà dans les vignes, au niveau de la production du raisin. Et effectivement, à l'autre bout, il y a la commercialisation. On voit bien que le client final, il réclame d'autres choses. Donc il y a un niveau d'exigence qui est en train de monter. Donc, Faut il être va solide, falloir, quoi. Ouais. Faut, il les, faut, faut être costaud. faut être très C'est ça. solide. Aujourd'hui, effectivement, nous, c'est un système un petit peu différent des appellations classiques, puisqu'on a quand même beaucoup, beaucoup de maisons de champagne qui vendent le champagne et qui ont une notoriété dans le monde entier. Donc, du coup, ces maisons-là, ils sont quand même acheteuses de raisins. Pour faire très simple, la Champagne, Ouais. c'est 30 000 hectares. Et dans ces 30 000 hectares, 80% appartiennent aux vignerons de Champagne et 20% aux maisons de champagne. Sauf que 75% des ventes totales de champagne, c'est à peu près 260 millions de bouteilles, C'est les maisons. c'est les maisons. Ouais, d'accord. Ok. C'est-à-dire que les maisons ont besoin des raisins des vignerons, mais petit à petit, elles réclament de plus en plus d'exigences. Et ça, c'est le consommateur qui les réclame à l'autre bout.
qu'on soit certifié HVE, en bio. Nous, on a un objectif en Champagne, c'est de supprimer la totalité des herbicides sur toutes les surfaces de vignes. Donc ça, c'est 2025, la deadline. Donc si tu veux, le niveau, il va monter. Et ensuite, pour les vignerons qui choisissent de faire du commerce, l'exigence en matière de bulles, de bulles de champagne, elle monte aussi. Donc, quoi qu'il arrive, il faut absolument que les vignerons qui restent aujourd'hui prennent la mesure. Et effectivement, ceux qui ne vont pas prendre la mesure, eh bien, ils vont se faire un petit peu alors pas avaler, c'est pas le bon terme, ça c'est clair. Mais par contre, il va y avoir une certaine concentration effectivement des exploitations. D'accord. Toi, clairement, si tu n'avais pas repris derrière ton papa Robert, hein, c'est ça, Oui. tu aurais été, c'est peut-être un voisin ou quelqu'un d'autre, voilà, qui aurait pu augmenter Alors, sa surface. on a encore, je dirais, on a encore aujourd'hui la possibilité de vendre à des maisons de champagne et que ça perdure encore comme ça, en tout cas ma génération. Je ne sais pas ce que fera ma fille quand elle aura l'âge de travailler, je ne sais pas du tout. Ça aurait pu encore continuer comme ça encore quelques années, ça c'est clair. Parce que les maisons sont encore acheteuses, elles ne pourront pas acheter forcément les vignes non plus, donc elles ont encore besoin de raisins. Ça c'est clair. Mais par contre, mon modèle, le changement de modèle que j'ai instauré, oui, il n'aura pas été fait. Il va me permettre d'ouvrir des portes. Il va me permettre d'aller sur des marchés, notamment un marché à l'export, et d'intéresser aujourd'hui le consommateur à l'autre bout du monde. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'identité, on parle d'une façon de faire le vin, on parle d'une façon de faire les vignes, on parle de bio. Et le client à l'autre bout du monde aujourd'hui, et même en France, hein, attention, même en France, s'intéresse énormément à ça. Et si tu veux, ce qui m'a motivé, c'est effectivement déjà d'avoir dans ma bouteille vraiment les pratiques que j'avais dans les vignes. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, c'est de dire, mais voilà, on a une carte à jouer énorme en tant que vigneron. On parle du terroir, on parle des choses authentiques. Ben oui. Et ça, on peut le vendre à l'autre bout du monde. Ah, c'est vrai que, comme tu me le dis souvent, bah, tu es producteur du produit, tu es jusqu'au vendeur, ouais, tu vois toute la chaîne de création du produit, de sa transmission, de la dégustation. C'est un très très beau métier. Et puis là, tu le prends encore plus à bras le corps, voilà, en étant plus indépendant par rapport à une coopérative. Alors, Chapeau. sans dénigrer bien sûr la coopérative, parce qu'on est resté 15 ans en coopérative. Moi, je fonctionne avec une coopérative, c'est bien sûr, très chouette. Bien sûr, il n'y a pas de clivage, et bien au contraire, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à prendre du recul et voir, en tout cas dans notre univers, et voir la Champagne dans son ensemble. Donc voilà, après, sauf qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut aller plus loin, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, en tant que producteurs de champagne, parce qu'on est une toute petite bulle dans le monde des effervescents mondial, en fait. Il y a beaucoup de Prosecco, il y a beaucoup de Cava. Donc, Prosecco, c'est les bulles italiennes. Le Cava, c'est les bulles espagnoles. Donc, il y a beaucoup de bulles comme ça qui envahissent le marché. Et nous, en fait, en Champagne, on a intérêt à monter le niveau d'exigence si on veut rester, entre guillemets, le leader des effervescents. En fait, on fait la course toujours après quelque chose. Soit c'est au prix, ou soit c'est à l'exigence. L'exigence du cahier des charges, la méthode de produire l'aliment. Il faut toujours, peu importe finalement quel facteur, il faut toujours se distinguer pour exister en quelque sorte. C'est ça. Et du coup, je réponds rapidement à Nicolas. Oui, il existe plusieurs variétés de raisins, de cépages. Oui. David en a parlé tout à l'heure, hein, le chardonnay, le pinot noir, c'est ça. Donc voilà, ça existe un petit peu comme dans les variétés de blé, d'orge, etc. Oui, c'est ça. Chaque région a ses cépages qui s'adaptent. Ensuite, merci David. On a Adi Sax. Bonsoir à tous les deux. Merci d'abord pour toutes ces vidéos, ces infos. Quels seraient vos conseils pour les jeunes qui envisagent de se lancer dans la voie de l'agriculture, viticulture? Donc les deux. J'accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans la création de leurs projets professionnels. Et ce n'est pas forcément évident d'avoir des éléments précis en dehors de ce que les écoles CFA peuvent transmettre.
Donc moi, je répondrai rapidement, c'est le terrain, comme tu disais tout à l'heure. C'est soit faire une période de stage, d'apprentissage, même de travail au sein de plusieurs structures. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Ouais, bien sûr, l'expérience, elle est énormément L'expérience, importante. c'est clair. Savoir s'entourer. En tout cas, bon, en ce qui concerne le domaine du vin, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est seul, mais enfin, personnellement, je ne suis pas du tout. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aide dans le domaine du vin, quelqu'un qui m'aide dans le domaine de la communication, quelqu'un qui m'aide aussi dans le travail des vignes. J'ai des consultants qui gravitent un petit peu autour de l'exploitation parce qu'on ne sait pas tout, ça va extrêmement vite aujourd'hui et on a besoin de s'entourer pour de temps en temps être tout simplement rassuré dans un premier temps, et puis après, pour être dans bon tempo, pour être dans la bonne vague. Donc oui, il faut s'entourer, ça c'est important, très très important. Et donc voilà, Dissax, moi aussi, il m'entoure techniquement d'avis de ma coopérative et puis des techniciens, voilà pour le côté technique. Mais aussi, j'ai ma chambre d'agriculture. Je fais partie d'un groupe de développement agricole qui m'oriente économiquement, techniquement. C'est Si je important. découvre, c'est important. J'ai un Ouais. feuillage d'un blé qui décline. Je vais passer un appel. Hop, il va me conseiller, je vais lui dire c'est de telle couleur. Après, même pour le parcours à l'installation, pareil, les chambres d'agriculture, je pense qu'elles peuvent aiguiller Ouais, et elles sont très avoir bien. des. Ouais, ils sont très bien. Moi, j'ai toujours. Voilà, c'est sûr, des fois, ils font payer les prestations. Euh, Oui, bah voilà, ça c'est va comme avec. ça, hein. Ils passent du temps, ça va, voilà, c'est un petit peu. Ça a un coût, mais il y a quand même des gens formés qui sortent d'école aussi, très, très sérieuses dans ce genre de structure. Euh, donc Le voilà, si coût je peux. fait économiser des erreurs. Oui, par exemple, oui, oui, tout à fait. Ouais, moi, mon dossier jeune agriculteur, pareil, je l'ai fait tout seul et puis j'ai loupé un truc. J'aurais pu être aidé financièrement si j'avais un petit peu mieux que si je l'avais fait tout seul, parce que je l'ai fait tout seul et j'aurais dû m'entourer. Ça avait un coût, mais je me suis pas bien entouré et puis j'ai mal rempli les cases. Voilà, c'est pas très très grave. C'est pas très grave. Alors, c'est quoi l'ordre de prix d'un hectare en Champagne, Pascal, du 37 nous demande. Voilà. Est-ce que vous en parlez de Euh, ça? Je sais que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, même ouais, 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 pas loin des 6 chiffres, je crois, hein. ouais, ça va entre effectivement 900 000 euros à presque 2 Ouais, millions d'euros de l'hectare. ouais, ouais. Voilà, il faut savoir que bah, le domaine Champagne, c'est un espace fini. Il n'est pas étendable, hein. Il y a c'est un domaine rare en quelque sorte. C'est pour ça que les prix flambent en quelque sorte. Et oui, la tendance, elle est toujours à grimper dans les prix ou c'est Non, stagne. c'est stable, voire ça baisse un petit peu. On a quand même, on est comme plein d'économies en train de subir les effets du Covid, hein, tout simplement. On a d'ailleurs subi, je crois que c'est 20%, à peu près 20% de rendement en moins à la vendange 2020. Donc bah, le prix des vignes, il suit un petit peu. Il a tendance à voilà, se stabiliser, voire baisser un petit peu. Mais on va suivre l'économie aussi, hein, faut pas rêver, hein, de toute façon. Après, Ouais, ça défie toute loi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a une certaine illogique, c'est-à-dire que ça coûte cher par rapport à la rentabilité. C'est-à-dire que quand on investit dans une vigne, on met 2 générations, voire 3 générations à que ce soit rentable. ah ouais. Donc c'est Et, pas très très logique. et j'ai plein de questions qui me traversent, mais je vais lire vos questions dans le chat. Est-ce qu'une vigne peut se plaire dans une terre sablonneuse? Ou est-ce qu'il faut que ce soit un rocher, un caillou sur lequel on met le plant? Qu'est-ce qu'il faut? Alors c'est la diversité de la terre, c'est ce qui va conduire à la diversité des cuvées en fait. Et la vigne, elle est déjà c'est une liane, elle peut s'adapter dans énormément d'endroits, donc qu'il soit sableux, qu'il soit caillouteux, qu'il soit argileux, limoneux, ce qu'on veut, elle s'adapte à lui. Ah oui, genre dans mes terrains, ouais, ça pousse Ouais. partout, quoi. Après, voilà, la Ouais, productivité. Ouais, d'accord. Ok. alors après, historiquement, effectivement, les endroits où ont été dessinés les coteaux de vigne, c'est parce que c'était les meilleurs endroits pour que la vigne elle puisse s'exprimer, ça c'est clair. D'accord. Donc merci Dissax, voilà, avec plaisir. On t'a répondu. J'espère que tu auras trouvé des infos dans ce qu'on t'a dit. Et sinon, voilà, tu as toute la bande de youtubeurs. Si tu as des questions, on arrive
pas toujours à répondre à toutes vos questions dans les commentaires de vidéos, mais on adore répondre à vos questions dans les commentaires des vidéos. Mais aussi sur Twitter, tu as beaucoup d'agriculteurs à Dissax qui se font un plaisir de répondre à tes questions. Tu peux écrire un message Twitter de manière publique, taguer des agriculteurs que tu suis, et généralement, tu as très très rapidement des réponses. Voilà, pour t'aiguiller, pour avoir des questions plus précises sur l'installation des jeunes, et puis même pour ces jeunes, s'ils veulent investir les réseaux sociaux et venir nous rendre visite, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est souvent, en tout cas moi, sans doute toi c'est pareil, c'est souvent qu'on a des questions techniques pour s'installer, pour faire une cuvée. Enfin, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui posent des questions et qui s'imprègnent de ce qu'on fait. Oui, c'est Ça, c'est- évident. Non. Oui, j'ai quelques messages. Oui, je te coupe, excuse-moi. Oui, beaucoup me disent que ça les oriente dans leur choix professionnel, hein, pour ceux qui sont c'est aux vrai. études. C'est super chouette. Ah, est-ce qu'un pied de vigne peut mourir subitement, nous demande Sodium? Alors oui, ça peut arriver. On parle là en ce moment de gelée parce que c'est le sujet du moment. Mais la vigne, ça fait 5 6 ans, là, elle stresse quand même beaucoup. Parce que là, on a les gelées, mais on a aussi, ça fait 3 ans, on a beaucoup de sécheresse et beaucoup de canicules. On a eu 44 degrés l'année dernière en Champagne. Et effectivement, il y a des plants, des pieds de vigne, même qui sont installés depuis 35 40 ans, qui ne supportent pas. Ah la vache. Ah ouais, puis pouf. Donc ça, c'est terrible. C'est effectivement terrible. C'est ce que moi, j'ai jamais connu ça. Même quand j'étais gamin, j'ai jamais vu ça. Et Ah il y a ouais. des pieds de vie, ouais, ils sont là depuis 30 ans dans certaines parcelles et ils se dessèchent complètement. Voilà. Pouf. Ouais, ah ouais, Lyon, c'est incroyable. Euh, L'extension. Ah, Lilian qui nous pose une question. Et ouais, l'extension de l'aire de production, parce que tout à l'heure je disais que l'espace est limité, mais il y a un projet d'extension de l'appellation Alors, Champagne? Non. alors aujourd'hui, on est en révision de l'ère de l'appellation, donc je peux d'autant plus en parler que je suis rentré au SGV, donc c'est le syndicat général des vignerons de la Champagne. Euh, donc du coup, il y a un projet de révision de l'aire, c'est-à-dire qu'on est en train de réviser chaque commune et de définir est-ce que dans chaque commune, les vignes qui sont déjà plantées, est-ce qu'elles méritent vraiment d'être Ouais. plantées et est-ce que dans chaque commune, il y en a qui pourraient être plantées. Voilà, Et qui donc aujourd'hui, on a pourrait. révision. Et du coup, c'est quoi l'objectif? C'est d'améliorer encore plus l'état des vignes, leur image. C'est quoi? On veut plus de parcelles. On veut plus de parcelles de vignes qui font deux rangs. On veut que ça soit plus une parcelle. Alors, c'est C'est surtout quoi? qu'on veut aussi pas qu'on puisse planter des vignes n'importe où, D'accord. parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système pourrait dériver et puis dire on plante des vignes partout et puis on marque champagne dessus. Et donc, il faut quand même voilà, une certaine légitimité pour pouvoir produire des raisins de champagne. Donc, ça va permettre sur chaque commune, vraiment de vérifier si chaque secteur est apte à avoir du champagne. Ça, c'est clair. Et puis, euh, et puis après, on n'est pas aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a comme vigne et par rapport à ce qu'on vend, parce qu'on a toujours été en raccord avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vignes supplémentaires. Oui. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, les 30 000 hectares de vignes peuvent produire autour de 300 millions de bouteilles, 310, 315, enfin, voilà, suivant les années. Et on n'a pas besoin voilà, on n'a pas besoin de plus de vignes, puisque les dernières, c'était 245 millions de bouteilles. Donc, il y a encore de la marge. Donc voilà, D'accord. l'idée, ça a toujours été ça en Champagne, en fait. Et pareil, par rapport à ces fameux rendements, on cale toujours nos rendements par rapport à ce qu'on vend. C'est-à-dire que comme ça permet de réguler forcément les stocks, de ne pas inonder le marché, du coup pas faire plonger les prix. Voilà, il y a deux familles, il y a les familles des maisons de champagne et les familles de vignerons. Et le fait d'avoir une production comme ça hyper encadrée, c'est ce qui fait qu'on est champagne. C'est-à-dire que ça fait depuis des années et des années qu'on répartit la valeur entre les maisons de champagne, entre les vignerons, et surtout on régule la production. C'est super important. Ok.
Ok, ok. Je réponds. Alors, on a eu beaucoup de questions, c'est super cool. Nicolas, combien avez-vous d'hectares? Il en a 4 ou 5, hein, c'est ça, on a déjà répondu tout à l'heure. 5,5 sur 5 et demi. la. Ouais. Oui, oui, voilà, c'est pas 4 ou 5, c'est 5 et demi, parce que chaque hectare, c'est pas Ouais, rien. même un demi-hectare, effectivement, ça Ouais, compte voilà, beaucoup. ah non, c'est sûr. Et Sodium qui nous dit, au contraire, les plants de fraises, plus elles stressent, plus la production sera meilleure. C'est pour ça, avant de planter des fraisiers, il leur faut 700 heures de frigo à 4 Ouais. degrés. Ok, ah oui, dis donc, il y a une vidéo à faire sur chaque culture. Enfin, Ouais, c'est sûr, c'est c'est sûr. Non, passionnant. mais c'est C'est sûr. c'est passionnant. Euh, J'avais vu quelque chose tout à l'heure. Nicolas, oui, est-ce que c'est possible de faire des grandes cultures et des vignes? Bah après, oui, tout est Oui, il y a possible, des hein. exploitations mixtes en Champagne. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Suivant les secteurs, pas trop dans mon secteur, mais il y a des exploitations mixtes en céréalière et en production de vignes. Oui, oui. Ah oui, question qui me vient là, parce que Nicolas dit oui, ça fait très peu d'hectares, 5,5. Mais par contre, voilà, la valeur ajoutée sur chaque hectare est complètement différente par rapport aux céréaliers comme moi. Tu fais vivre combien de personnes, d'UTH, de, Ouais, alors, d'actifs? Combien alors, vivent? Tu arrives à raisonner ça? Il y a toi, et puis tu as des salariés. Comment tu fais? ouais, alors j'ai 3 salariés à temps plein, une apprentie, et puis après ça fluctue un petit peu suivant les périodes de pousse de vigne, un peu plus mai, juin, juillet. On est on est 35 personnes à la vendange. Donc voilà, tout dépend un petit peu de l'année. Et puis on a aussi, nous, on a nos 5 hectares et demi, mais on a aussi un complément d'activité avec de la prestation de service où on fait de la taille jusqu'à la vendange. Sur certains vignerons, on leur fait les travaux. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, David, tu fais quoi dans tes travaux, dans tes vignes là? Alors on a fait, la semaine dernière, c'était mise en bouteille. Ça tombe bien, comme ça on n'a pas mis le nez dehors, on n'a pas vu les dégâts du gel. Donc c'était mise en bouteille toute la semaine dernière. Mise en bouteille de la récolte 2020. D'accord. Euh, Puis la semaine prochaine, on va voir un petit peu. Je voudrais bien que les gelées soient passées, mais on va terminer un petit peu la taille parce qu'on avait réservé euh, on avait retardé sur certaines Mhm. parcelles gélives, on avait retardé la taille. Donc on va terminer ça et puis après on va commencer le liage. Donc le liage, c'est les brins, c'est attacher les brins de vigne qui restent à l'issue de la taille, on les attache sur les fils de fer d'installation. Ouais, c'est vraiment une main-d'œuvre de dingue. Incroyable. Vous voyez, Et il y a beaucoup de main-d'œuvre, effectivement. c'est incroyable. T'as combien de pieds de vigne? T'as Alors, un compté? hectare de vigne, c'est 9000, un peu plus de 9000 pieds. Ah oui, donc ouais, il faut quasiment un pied par mètre carré. C'est Ouais. énorme. Énorme. On est planté 1 mètre entre rangs et 1 mètre 10, 1 mètre 20 sur le rang. Ok. Lilian me redemande encore, oui, sur l'appellation, sur l'aire de l'appellation, elle doit être figée à quel moment du coup? Parce que là, vous y travaillez, mais il y a une date, c'est 2025, c'est ça, tu me disais? Alors, ça, non, 2025, c'est l'arrêt des désherbants. Et puis Ah, après, on va en fonction aussi de ce qui se passe au niveau européen. Euh, Parce qu'il y a aussi une loi qui était passée, alors qui est retardée, visiblement, je crois que c'est 2030, mais d'accord. sur la libéralisation des droits de plantation. Donc, c'est-à-dire que, alors pas que nous, il y a aussi des exploitations, des appellations, alors que ce soit dans le vin, que ce soit par exemple dans le jambon de Bayonne, etc., où on pourrait libéraliser le fait de produire des choses à l'extérieur d'une zone Ouais, géométrique. c'est ce Donc que ça, je c'est vois. retardé effectivement, sur le plan européen. Donc nous, en Champagne, on attend encore quelques années que le projet de révision de l'air soit encore terminé. D'accord. Oui, parce que là, ce que tu me dis, oui, c'est clairement de produire du champagne en dehors de la zone actuelle, hein, c'est dans d'autres Ouais, régions, hein. Parce que là, ouais, oui, c'est ce que je vois. Et oui, il y a Jaco Tim qui nous dit en Suisse, il y a un village qui s'appelle Champagne, ouais, ouais, c'est et vrai. qui est en discussion pour faire du champagne depuis des années. Donc, d'accord. Moi, je serais surpris que ça soit possible, du coup. Ah Si bah, je suis. Le Champagne est énormément attaqué en fait, hein. On a donc Ouais, notre CIVC, notre comité interpro,
milite pour la défense déjà. Son premier rôle, c'est de militer pour la défense de l'appellation. Et dans beaucoup de cas, enfin, je veux dire, historiquement, il y a on a essayé de faire du parfum, on a essayé de faire d'eau de vin marqué champagne. Enfin, historiquement, on est attaqué régulièrement par le mot champagne, ça c'est clair. Ah oui, c'est clair il est dans, enfin le mot champagne, oui, c'est partout quoi. Tout le Ouais, monde connaît ce mot, c'est clair, et on c'est ça. l'associe à la boisson C'est ça. et puis à la région. Euh, j'ai d'autres questions. T'as encore quelques minutes, David, ça va? Ouais, vas-y, pas de problème. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que ah là, oui, mais tu connais peut-être pas la truffe. Mais moi, je connais pas beaucoup. On me demande si la vigne, Bat nous demande si la vigne c'est aussi complexe que la truffe. Je pense pas. Alors là, Donc, je sais pas du tout. Par contre, je sais que les vins de champagne et de la truffe, c'est extrêmement bon. non, mais pour avoir vu, oui, la culture de la truffe et puis de voir quelques cultures amateurs, je dirais, en termes de truffe, il est très très compliqué de cultiver ce champignon. Ouais, c'est C'est clair. vraiment, c'est vraiment très très aléatoire. Après, il y a des méthodes, la méthodologie de plantation, de, qui permettent de produire et de favoriser la production d'une truffe, mais ça reste très très variable. Mm. Il y a des risques très très compliqués. Ce que je sais juste, c'est qu'en ce moment, elle est un petit peu plus abordable Ah oui, parce que la restauration ne fonctionne pas du tout. ah ouais. Oui, bah oui, les Euh, prix. donc, du coup, on peut s'en procurer un petit peu. Donc, associé à certains fromages, certains plats, etc., c'est parfait. Ah, tu me donnes envie de manger. Là, Bah oui. j'ai pas mangé encore. Une question technique de Nicolas. Est-ce que tu as des couverts végétaux entre les rangs? Est-ce que, voilà, je sais que ça se fait. Est-ce que donc tu as Oui. ça? À quoi ça Alors, sert? alors, j'ai pas encore ce type de culture, mais ça commence à se faire beaucoup en Champagne, ça c'est sûr. C'est juste une question d'organisation, mais j'y crois effectivement énormément. Ça Ah oui, permet d'apporter de c'est l'engrais, ça permet de détruire. Après, il y a une organisation un petit peu différente parce que, ouais. par exemple, en ce moment, il faut qu'il soit totalement détruit. Et à partir du moment où ça pousse un petit peu en hauteur, ça maintient une certaine humidité. Et quand on a des gelées comme en ce moment, Ouais, ça transmet le l'humidité, gel. on n'en veut pas. Donc, Oui, il y a une gestion du couvert qui n'est pas toujours évidente. Mais ah par oui. contre, c'est des choses qui fonctionnent bien. Oui. Ok. Est-ce que vous déchaumez tous les années, tous les ans entre les pieds ou pas? Voilà, le cavaillon, c'est-à-dire le sillon qui entre les pieds, est-ce que c'est travaillé ou est-ce que c'est désherbé? Je crois que ça peut être désherbé aussi. Ouais, Je crois que il y a tu tous vas les. vers, oui, tu utilises plusieurs techniques, je crois, hein, toi. Toi, tu vas vers le bio, Alors, donc comme on est. Déjà, ça fait 12 ans qu'en fait, on a arrêté les herbicides. Donc, on travaille du sol complet, d'accord. que ce soit dans l'interrang ou sur le rang. Donc, on travaille principalement avec des charrues sur le tracteur. Euh, et charrues dans le milieu du rang, et puis sous le rang, là où il y a les pieds, charrues intercept. Donc, avec une lame qui vient, en fait, Ouais. qui vient Scalpé, faire. ouais. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est un peu de bineuse. Et puis, effectivement, il y a encore un petit peu d'herbicide, mais ça, ça va bientôt s'arrêter, en tout cas chez nous, pour la totalité. Et puis après, il y a aussi une deadline, voilà, c'est un peu comme vous, hein, c'est le débat, le glyphosate, etc. Donc il y a Oui. une deadline qui va tomber, hein, de toute façon, il y a un moment donné, il n'y aura plus d'herbicide. Donc on sera tous à essayer de gérer l'entretien du sol différemment. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Puis voilà, il y a aussi une dimension très très qualitative, on s'imagine pas. Gérer en fait les vignes sans aucun herbicide, ça permet en fait, à partir du moment où on applique la charrue, ça permet aux racines de la vigne de descendre très Ah loin. oui. C'est-à-dire que comme on les dérange en surface, elles vont plus loin. Si elles vont plus loin, elles puisent énormément le côté terroir, Ah ouais, et d'accord. ça, on le retrouve dans les vins. Voilà. D'accord. Et j'ai une dernière question. Après, peut-être qu'on arrêtera là. Je vous laisse dans le chat vous poser vos dernières questions. Euh, du coup, je l'ai oublié. Ah oui, est-ce que la technologie t'aide justement pour désherber cet intercept? Pour moi, un pied de vigne, c'est très, très fragile. Quand tu viens le désherber avec ton intercept, là, tu
tes outils métalliques, est-ce que tu le manipules à l'œil, l'outil, pour qu'il se décale, ou c'est un radar? Comment ça se passe? Non, non, ça se décale. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle un palpeur Ah oui, qui vient déclencher. On a un petit servomoteur qui est avec de la pression d'huile qui permet justement de mettre perpendiculaire la lame intercept. Et puis ce fameux palpeur, il arrête ah ouais, le débit d'huile tout simplement. Et puis la lame s'efface. Et puis elle revient tout de suite après. Donc non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie plus avancée que ça. Ça fait même des années que ça n'a pas oui, bougé. oui, c'est vrai, oui, oui, d'accord. Oui, quand tu en parles, oui, ça me parle. Il y a peut-être des accidents, des fois, tu embarques un pied, ça peut arriver, Ah oui, ou... oui, le travail du sol, c'est clair. Ouais, Ça supprime des pieds, ça ouais, tord ouais, les piquets de vigne, oui, il y a plus de casse, ça c'est clair. ouais, bah oui. Mais bon, globalement, voilà, il y a encore des pieds. Bon, bah super. Est-ce que je vais regarder un petit peu? Je remonte le chat si j'ai oublié des questions. En tout cas, on t'a bien entendu. Et puis mince, la visio, la Google Meet n'a pas coupé. Je crois que c'est à cause de la période Covid. Ils ont augmenté la limitation. On n'est pas coupé. C'est nickel. Ça Et voilà, ben, ouais, parce qu'il y a du monde qui est en ouais, visio. bah oui, il y a beaucoup. Et puis je crois qu'il y avait un quota de 40 minutes, je crois, c'est là-dessus. D'accord. Et donc, bah, nickel, nickel, nickel. Merci, bah oui, merci à vous tous, hein, dans le chat. David, ouais, on va rester un petit peu en communication une seconde ou deux, si ça t'ennuie pas. Ouais. Hmm. Et puis, bah, merci à tous qui avaient posé vos questions. Eh ben, merci à tous. Voilà, voilà. Est-ce que je dirais oui, bah, les moutons peuvent être utilisés. Bon, bah, je vais vous laisser. David, t'es Oui, les toujours. boutons, oui, ça. Ouais. On va rester quelques secondes, hein, pour faire les au revoir. Un pied abîmé par la bineuse peut-il être remplacé? Oui, évidemment. Hein, il y Oui, a pas bien besoin de... sûr, ouais, Puis pas en de termes... problème, mais sauf qu'il va remettre quelques années avant de produire, Bah quoi. ouais. Mais il n'y a pas d'administratif à faire, il n'y a pas à dire, oui, pour acheter ce nouveau plan, il ne faut pas que Non. tu justifies, voilà, je vais le replanter à tel endroit, parce que... Alors, pas pour faire de la rentreplantation, par contre, pour faire une plantation nouvelle, si. oui, Ça, c'est important. ouais, Puis après, forcément. aujourd'hui, il y en a des problèmes notamment de flavescence dorée, un insecte bah, voilà, qui peut détruire un peu le vignoble. Donc, on a intérêt à ce que nos plants soient certifiés, etc. Enfin, c'est un autre domaine, mais c'est Bah oui, aussi oui. compliqué. Non, mais il y aurait toute la nuit à y passer, là, tu vois, tu abordes la Oui, oui, oui. flavescence, ouais, c'est... Ah ouais, non, non, tout à fait, c'est... Bah, merci à tous. Tu peux montrer une vidéo à la fin, avant la fin, une vidéo de David? Attends, on me demande, c'est Nathan. Bah attends, non, je vais t'envoyer le... Il va se faire un petit peu tard. Je vais vous renvoyer la Ah, chaîne de regardez la David. chaîne. Et Regardez la abonnez-vous. chaîne, il y aura soit du travail du vin, soit du travail des vignes, ça dépend un petit peu. Et bah ouais, David, c'est toutes les semaines, hein, que tu publies, hein. Là, j'essaie de publier le dimanche matin, oui, effectivement. D'accord, dimanche matin. Ici, voilà, vous allez sur la chaîne de David. Un grand merci, David. Et puis, Merci à vous. bon courage à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, voilà, qu'il ne gèle pas trop. On va tous espérer ça. Oui, pareil. Voilà. Allez, salut, salut. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao.